Il y a de nombreuses années, ce monde était autrefois magnifique et paisible. Tout a changé le jour où des donjons et des royaumes secrets sont apparus en abondance, accompagnés de monstres. Le monde a vacillé au bord de la destruction, mais les humains ont aussi acquis des pouvoirs extraordinaires. Ils ont acquis la force d'affronter les monstres avec une facilité déconcertante. L'apparition des changeurs de profession a permis à certaines cités humaines de survivre. Au parc central, juste avant le sanctuaire forestier, un professeur orientait les étudiants sur la menace des monstres. Il expliquait que tous les changeurs de profession n'avaient pas la capacité d'affronter les monstres. Derrière, quelqu'un s'est avancé pour écouter la discussion du professeur. C'était un jeune homme aux cheveux blancs nommé Hiro qui regardait sérieusement devant lui. Il plissa les yeux avec gravité et resta sans voix. Serrant les poings, il se remémora un souvenir de son enfance. À l'époque, on lui avait dit que sa résistance n'était qu'un gâchis du talent de sa sœur. Ces hommes lui avaient enlevé sa sœur, affirmant être ceux qui protégeaient le monde, pas lui. Soudain, tout le monde s'est tourné vers lui quand quelqu'un l'a reconnu comme le héros de génie. Il afficha un sourire poli et salua tout le monde, disant qu'il ne semblait pas trop en retard. Derrière la foule, quelqu'un s'est soudainement excusé et a demandé à passer. C'était une mage de flamme rousse nommée Eula, demandant avec colère pourquoi Hiro était arrivé si tard. Elle l'a même nargué, disant qu'il avait peut-être eu une profession horrible et qu'il avait trop peur de se montrer. Hiro lui a simplement répondu qu'il n'existait pas de profession terrible, il n'y a que des gens terribles. En l'entendant dire ces mots, Eula n'a pas pu s'empêcher de le taquiner, lui disant qu'il n'avait pas d'amis avec qui faire équipe. Mais imperturbable, Hiro s'en accommodait car il ne prévoyait de toute façon de faire équipe avec personne. Ce n'était pas un problème pour lui car avoir une équipe signifiait partager l'expérience acquise. Eula le regarda, le trouvant vraiment têtu, et décida qu'elle ne le sauverait pas si quelque chose tournait mal. Mais s'il était prêt à s'humilier, elle a dit qu'elle était prête à le laisser, lui et son équipe. Pendant ce temps, les autres étudiants chuchotaient qu'il n'était peut-être pas aussi fort qu'eux. Le professeur a ensuite vérifié si tout le monde était prêt car le royaume secret avait été activé. La limite de temps pour eux est de 3 jours, durant lesquels ils doivent atteindre un minimum de niveau 3 pour être qualifiés de chasseurs de monstres. De plus, la zone d'évaluation est limitée aux couches extérieures et franchir la frontière est très dangereux. Dès que l'évaluation a commencé, Hiro n'a pas perdu de temps et a couru directement vers la zone de test. Eula était furieuse, se demandant pourquoi cet homme était si compétitif. Ils ont commencé à monter les escaliers et en un rien de temps, il a réussi à atteindre la scène. Les autres étudiants ne purent de s'empêcher d'être stupéfaits par sa vitesse. Admirant sa forme physique, la plateforme de téléportation commença à s'activer, fixant la destination vers le sanctuaire forestier. Il affichait un regard déterminé alors que le compte à rebours de la téléportation s'enclenchait. Bientôt, un vortex de lumière bleue commença à tourbillonner et à l'aspirer. Instantanément, il se retrouva dans le périmètre du sanctuaire forestier. 2 professeurs attendaient, se demandant jusqu'où les étudiants pourraient monter en niveau. Ils portaient une attention particulière à Eula, pensant que sa profession de mage de flamme lui donnait un avantage. Ils considéraient aussi Hiro, qui avait subi des phénomènes célestes et obtenu la profession de nécromancien, mais ils le jugeaient médiocre, et les morts vivants qu'il pouvait invoquer n'étaient comparables qu'à des monstres de second niveau. Pendant ce temps, Hiro remarqua un mouvement subtil dans les buissons derrière lui. Un lapin monstrueux apparut, rugissant alors qu'il se lançait sur lui pour attaquer. Hiro reconnut immédiatement la présence du monstre. Il sortit sa lame, pensant que ce serait parfait pour s'échauffer. En un seul coup, il réussit à abattre le lapin. Il tomba au sol à ses pieds, gémissant et inconscient. Une notification l'avertit alors qu'il avait gagné 5% d'expérience pour avoir tué le lapin. Il soupira ensuite, soulagé de pouvoir gérer seul un monstre sauvage de niveau 1. Dans ce monde, tout le monde peut entrer dans la tour de changement de profession à 18 ans. Ensuite, ils peuvent soit continuer comme des gens ordinaires, soit participer à l'évaluation pour devenir un chasseur. Hiro a choisi de devenir un professionnel, non pas par esprit noble ou pour gagner beaucoup d'argent, c'était parce qu'il avait vu sa famille lui être enlevée un par un alors qu'il était impuissant. Il a ressenti sa propre faiblesse et a appris que la loi ne pouvait pas protéger les gens qu'il aimait. C'est sa motivation. Il veut devenir quelqu'un d'assez fort pour protéger ce qui lui appartient. Alors qu'il continuait d'explorer, il rencontra un écureuil gris de niveau 2. Il se demanda pourquoi il rencontrait un monstre qui n'était pas censé apparaître si rapidement. Affronter un monstre de niveau 2 n'est pas quelque chose que l'on peut gérer facilement. Face à cela, il n'eut d'autre choix que d'invoquer son familier mort-vivant brisé de niveau 1. Le mort-vivant brisé attaqua immédiatement le monstre écureuil sans hésitation. Mais alors, le sol commença à se fissurer et plusieurs autres écureuils gris sortirent dans des trous. Hiro fut complètement surpris qu'il y ait 3 autres monstres à affronter. Il se demanda pourquoi il y avait tant de monstres de niveau 2 dans cette zone. Il savait que pour affronter ses adversaires le premier jour, la plupart des équipes n'auraient aucune chance. Cependant, son invocation ne se limitait pas à appeler une seule créature. Debout au sommet de la tour de changement de profession, il se souvint des autres étudiants qui méprisaient la profession qu'il avait éveillée.
Il riait en disant que ces créatures mortes vivantes étaient de presque comparables à une personne ordinaire. Il se souvient que là s'était énervé après avoir entendu leurs mots et les avait presque brûlés avec ses flammes, mais Hiro ne pouvait les voir que comme une bande d'idiots, tout comme le groupe de personnes qui lui avaient enlevé sa sœur à l'époque. Ces gars-là étaient si bornés. Il ne put que grincer des dents de frustration, affirmant qu'il n'était pas un invocateur de morts-vivants ordinaires. Il se déclara fièrement le souverain des morts-vivants en appelant ces créatures. Avec eux, s'occuper de ces misérables écureuils gris n'était rien pour lui. Dès lors, les notifications de gains de points d'expérience retentirent les unes après les autres. Les créatures mortes vivantes continuaient de repousser les monstres et de les acculer. Mais comme le dit le proverbe, les rats acculés sont censés mordre. À la surprise de Hiro, ces monstres commencèrent à repousser les créatures d'eux qu'il avait invoquées. Il était complètement déconcerté, car ces monstres ne devraient pas être plus forts que ces morts vivants. Les rats grincèrent des dents et contractèrent leurs muscles. Ils commencèrent à se transformer. De leur dos, une paire d'ailes de chauve-souris apparut. En les regardant, il ne put que déduire que ces monstres avaient monté de niveau. Il ordonna immédiatement à ces morts vivants de battre en retraite un instant, ce qu'ils firent. Il les envoya ensuite lancer une attaque totale sur le monstre. Tous les trois se précipitèrent pour affronter le roi rat de bois gris, tandis que le monstre se préparait à riposter. Mais comme le monstre avait acquis la capacité de voler, ces morts vivants avaient du mal à se battre. Hiro décida que si 3 morts vivants ne suffisaient pas, il devait en amener 3 autres. 3 morts vivants supplémentaires furent alors invoqués, encerclant précisément le roi rat de bois gris. Leurs attaques combinées réussirent à faire tomber le monstre au sol. Hiro plissa les yeux en observant la bataille en cours. Là, le monstre fuyait sa meute de morts vivants. Il salua l'intelligence du monstre d'être venu droit sur lui, mais tant pis pour lui, affronter Hiro était aussi une impasse. De minuscules mains sombres émergèrent alors et engloutirent le rat alors qu'il activait sa compétence d'érosion spirituelle. Peu de temps après, le monstre se retrouva dans un espace rempli d'esprits dominateurs. Le regardant de haut, il entendit alors une voix lui ordonnant de se soumettre, ce à quoi le monstre commença à perdre connaissance. Une empreinte fut alors activée sur le front du monstre alors qu'il continuait de se détériorer. Alors que sa tête explosait, il se demanda si c'était vraiment une empreinte placée par d'autres. Il n'arrivait pas à croire que le monstre ait réellement activé l'autodestruction. Alors que le monstre gisait à ses pieds, il se demanda ce qui venait de se passer, mais il réalisa rapidement qu'il n'avait pas beaucoup de temps et devait prioriser l'atteinte du niveau 6. Alors qu'il avançait, il jura silencieusement de rattraper sa sœur bientôt. De l'autre côté de la forêt, d'autres étudiants étaient occupés à affronter un monstre différent. Le sanglier sauvage se jeta droit sur eux et ils eurent du mal à le gérer. À leur rescousse, Eula activa ses points de flamme contre le monstre. En un rien de temps, tout ce qu'ils entendirent fut un rugissement fort et agonisant alors que le monstre était calciné par les flammes. C'est ainsi que leur équipe avait vaincu un sanglier cuirassé de niveau 3. Cela avait demandé beaucoup d'efforts, mais ils avaient réussi à s'en occuper finalement. Eula déclara même fièrement qu'elle visait à chasser un monstre de niveau 5 avant la fin de l'évaluation. Mais Ogé et Yana exprimèrent qu'ils ne pourraient peut-être pas suivre son plan. Soudain, le sol commença à trembler et tous les trois furent alarmés. Ils en déduisirent que ce n'était pas un tremblement de terre, mais plutôt que quelque chose approchait. Des arbres apparut un monstre imposant fait de roche. Après s'être entièrement montré, il fut révélé que c'était un monstre singe de pierre de niveau 6. Ogé suggéra rapidement de se disperser car ce serait mauvais si ce monstre les ciblait. Mais à cause d'une peur écrasante, les genoux de Yana cédèrent et elle s'effondra au sol. Elle ne pouvait pas se tenir debout, ses jambes tremblaient de tant de peur. Elle hurla alors que le singe de pierre commençait à l'approcher. Il fixa son regard sur elle et la reconnut comme une cible, tandis qu'Ogé et Eula étaient toutes deux alarmées. Sans hésitation, Ogé s'avança rapidement pour encaisser les dégâts du monstre. Ils grincèrent des dents en se préparant à l'impact du monstre qui arrivait. Ogé se souvint de ses grands-parents ainsi que de sa promesse de revenir sain et sauf. Le monstre serra les poings et se prépara à les frapper, mais Ogé était déterminé à ne pas reculer et à protéger son coéquipier. Au moment où le coup frappa, de la poussière et de la fumée s'élevèrent du sol, tandis qu'Eula appelait ses coéquipiers avec inquiétude. Mais à la surprise du singe de pierre, un monstre mort-vivant bloquait déjà son poing avec rien d'autre que sa faux. Ogé et Yana furent tous deux surpris, se demandant ce qui venait de se passer. De derrière émergea alors Hiro, surprenant Eula par son arrivée soudaine. Il se tenait là tandis que Eula se demandait depuis quand il était arrivé. Il ne répondit pas mais commença plutôt à prêcher sur la protection de ceux qu'il voulait protéger. Alors que sa créature morte vivante déchirait le corps du singe de pierre avec facilité. Il dit que c'était le travail d'un professionnel. Eula fut surprise de le voir vaincre un monstre de niveau 6 d'un seul coup. Le monstre reconnut sa défaite et se retira dans la forêt. Il fit demi-tour, ne prévoyant pas de revenir les déranger. Eula se tourna frénétiquement vers Hiro pour l'interroger sur la faucheuse, seulement pour être surprise qu'il ait soudainement disparu. Se souvenant que ce n'était pas le pouvoir qu'il avait montré à l'époque, elle se demanda à quel point Hiro était vraiment fort. Eula se précipita pour vérifier l'état de ses coéquipiers, ce à quoi Ogé l'assura qu'ils allaient main bien.
Mais en entendant qu'Oger l'avait taquiné, Yana était un peu énervée. Eula demanda alors s'ils avaient vu Hiro, ce à quoi Oger répondit qu'il l'avait vu se diriger dans la direction où le singe de pierre courait. Oger et Yana se demandèrent s'il allait l'achever après que la faucheuse l'ait blessé. C'est alors qu'Eula leur demanda s'ils se souvenaient de la profession de Hiro lors de la cérémonie de transition. Les deux échangèrent des regards, se rappelant qu'il était un invocateur de morts vivants, mais furent ensuite surpris en réalisant enfin ce qui se passait. Eula détestait l'admettre, mais elle n'avait pas le choix et devait le reconnaître. Il y a de fortes chances que Hiro soit probablement plus fort qu'aucun d'entre eux ne pouvait l'imaginer. Pendant ce temps, le singe de pierre en fuite fut vu se retirant vers les montagnes. Mais il ignorait que Hiro l'avait déjà traqué et lui avait demandé qui le commandait. Le singe de pierre ne fit que lui crier en réponse. Voyant qu'il n'y avait aucun espoir que ce monstre parle, il décida de simplement l'utiliser comme sujet de test. Il activa sa compétence de lecture de mémoire, une version améliorée de sa compétence d'érosion spirituelle. Le singe de pierre plissa les yeux, alors que la compétence de Hiro commençait à faire effet. Une vision d'une silhouette enragée fut aperçue, révélant qu'il était celui derrière tout cela. En regardant l'empreinte sur sa poitrine, Hiro reconnut que c'était la même empreinte que sur le roi rat de bois gris à l'époque. L'entité, le boss du donjon, possédait le singe de pierre et demanda si Hiro était l'humain qui avait tué plusieurs de ses généraux. Hiro resta impassible et confirma s'il était celui qui tirait les ficelles en coulisses. Le boss du donjon ne répondit pas et déclara simplement qu'il était un monstre de niveau roi que Hiro ne pourrait jamais vaincre. Mais aux yeux de Hiro, il n'était qu'un misérable tas de points d'expérience qui le ferait grandir. Le boss du donjon rit de son orgueil et menaça de dévorer l'humanité une fois ressuscité, ce qui énerva Hiro, le faisant serrer le poing. Sur son ordre, la faucheuse coupa instantanément la tête du singe de pierre avec facilité. Hiro déteste vraiment quand les gens le menacent avec ceux qui l'entourent. Mais le boss du donjon ne faisait que posséder le singe de pierre et donc son corps original n'était pas vraiment endommagé. Cependant, tuer le singe de pierre lui a accordé suffisamment de points d'expérience pour atteindre le niveau 6. Avec cela, il était qualifié pour enfin activer son éveil souverain. Lors de l'activation, il se retrouva debout au milieu d'une tempête d'énergie sombre et menaçante et il vit alors des visions d'Eula, Yana et Oji. Soudain, tous les trois furent surpris de voir quelque chose devant eux. Se tenait devant eux d'une créature massive ressemblant à un serpent et la silhouette d'un homme mystérieux. En le regardant, Hiro fut surpris en réalisant que c'était le véritable empereur. Des étincelles violettes et une créature draconique furent aperçues, planant au milieu des nuages. Parmi la foule curieuse observant cette apparition d'en bas se trouvait une femme mystérieuse. Elle sourit simplement et ajusta sa casquette en reconnaissant qu'il s'agissait d'un second éveil. Elle se tourna ensuite pour partir, disant que c'était dommage qu'ils aient dû quitter la ville. De retour au sanctuaire forestier, les professeurs étaient à la fois excités et anxieux face au second éveil. Ils trouvèrent étrange que quelque chose semble bloquer l'activation de la pierre spatiale. Ils avaient déjà tout essayé, mais le passage restait sans réponse. Les professeurs craignaient que cela ne soit pas temporaire et que le royaume secret ne se soit refermé définitivement. Pendant ce temps, la grande cérémonie sacrificielle est enfin terminée et les humains ne peuvent plus s'échapper. Le boss du donjon ordonna à ses serviteurs de déchaîner le chaos puisque personne ne les dérangerait plus. Pendant ce temps, un groupe d'étudiants se promenait tranquillement dans les forêts. Alors qu'ils marchaient, l'un d'eux remarqua quelque chose derrière. Quand ils regardèrent, ils virent un ogre imposant les observer. L'ogre de niveau 6 rugit, effrayant les trois. Pendant ce temps, un bruissement fort fut également entendu dans les buissons. Il en émergea un monstre ressemblant à un serpent qui s'enroula autour des étudiants. Un autre groupe rencontra une meute de loups et fut acculé à un arbre. Il y avait aussi des étudiants qui étaient l'âme pris dans des toiles d'araignée. Pendant ce temps, les professeurs essayaient toujours d'ouvrir le royaume secret, mais ils n'y parvenaient pas. Ils paniquaient à l'idée que les étudiants à l'intérieur ne pourraient trop pas sortir de l'endroit. Le professeur décida d'éteindre son appareil après s'être jugé impuissant. Il s'approcha de la plateforme de téléportation, disant qu'il ne pouvait qu'espérer que les étudiants à l'intérieur du royaume secret puissent vaincre le cerveau derrière tout cela. Pendant ce temps, Hiro réussit à achever son éveil souverain et changea de profession pour devenir le souverain des morts vivants. Il obtint la compétence active unique de niveau divin appelée pouvoir souverain. Il entendit également la voix déclarer qu'il avait obtenu la compétence passive de niveau divin, volonté indomptable. La voix continua d'expliquer les objectifs de ses compétences, ce à quoi il se demanda qui parlait. La voix révéla alors qu'il s'agissait de l'esprit du système professionnel de niveau divin, surprenant Hiro. À son plus grand choc, il fut révélé que cet esprit était un ange déchu. L'ange déchu révéla qu'il était capable de différentes choses, y compris de scanner la zone à la recherche de signes de vie. Hiro ordonna à l'ange déchu de commencer à scanner la zone. Il lui dit alors qu'il y avait 4 signes de vie, ce qui fit penser à Hiro si c'était l'équipe de là. Il lui demanda d'être plus précis, mais il répondit en utilisant son esprit vengeur. Sa main brillait d'énergie sombre. Invoquant 3 esprits vengeurs devant lui, il leur ordonna ensuite de fouiller la zone, ce qu'ils firent instantanément en marchant vers la forêt. Hiro s'assit et décida d'essayer sa nouvelle capacité.
Il ferma les yeux et partagea une vision avec l'un de ses esprits. Ses yeux brillèrent alors qu'il en était amusé. Il scanna son esprit, étant désormais capable de partager des corps avec eux. L'un des esprits semblait détecter quelque chose, le poussant à demander. Il fut choqué de voir une terre brûlée par un feu, pensant que c'était l'équipe de là. Il demanda alors à l'ange déchu de scanner à nouveau la vie, mais il répondit par 0. Il fut confus car cela n'avait pris qu'une demi-minute pour disparaître si vite. Il remarqua également qu'il n'y avait aucune empreinte ni signe de départ. Il se leva rapidement, refusant de croire qu'ils avaient simplement disparu. Il se rappela qu'eux-là avaient une profession rare et que les monstres de bas niveau ne pouvaient pas les menacer. Il grinçait des dents, pensant que quelque chose de grave s'était vraiment passé. Il se souvint alors de la menace du boss du donjon envers eux, pensant que c'était de sa faute. Il s'arrêta à mi-chemin, réalisant que le boss du donjon avait complètement contrôlé le royaume secret dans lequel il se trouvait. Des vrilles sombres tourbillonnèrent soudainement autour de sa main, invoquant tous ces esprits vengeurs du sol. Agenouillés au sol, ces esprits vengeurs encerclèrent la zone. Avec une résolution ardente, il leur ordonna à tous de nettoyer tout le royaume secret. Yana ouvrit lentement les yeux, entendant quelqu'un l'appeler. Ogé semblait inquiet, lui disant de se réveiller. À l'intérieur de la caverne sombre, les chasseurs étaient confus et se posaient différentes questions. Le boss du donjon les accueillit, attirant toute leur attention. Une énergie rouge apparut soudainement, incitant les deux étudiants à reculer. Tous remarquèrent alors une immense statue se dressant devant eux, pensant que c'était elle qui parlait. Leurs bouches s'entr'ouvrirent en entendant que c'était un autel sacrificiel. Le boss du donjon sourit largement, entouré de ces petits monstres. Les chasseurs commencèrent à se chamailler, disant que ce devait être le boss du donjon. Le boss du donjon commença à parler de sa haine, disant que les humains les avaient tous piétinés. Leurs visages devinrent visiblement effrayés en l'entendant. Pointant l'autel, il leur ordonna de lui prêter allégeance. Les chasseurs reconnurent que c'était le monstre du livre d'histoire. Le boss du donjon leur dit fièrement qu'il avait recréé l'autel, ajoutant qu'ils obtiendraient du pouvoir une fois qu'ils y entreraient. Les autres regardèrent Tela, l'exhortant à y aller, mais elle rejeta l'idée. Le boss du donjon révéla que tous les monstres présents provenaient de sa magie. Avec un large sourire, il révéla que seuls les humains pouvaient complètement absorber ce pouvoir, car le seigneur du désastre était autrefois un humain, provoquant un choc chez les chasseurs. Levant la main, le boss du donjon révéla la vraie nature des humains. Il leur demanda ensuite s'ils choisissaient de survivre ou de mourir, ce qui fit réfléchir le jeune homme aux cheveux jaunes nommé Goku. Il commença à marcher vers l'escalier, alertant les gens autour de lui. L'autre commença à l'interroger, mais il répondit simplement qu'il voulait être plus fort. Une explosion eut soudainement lieu à l'étage, les faisant se préparer. Goku tourna brusquement la tête. Là le traita d'idiot en levant sa main enflammée, car cela semblait être un piège. Goku ricana, disant que ceux avec des professions rares comme Eula peuvent devenir plus forts plus vite. Tournant le dos, il décida d'y aller, même si c'est un complot, car c'est une chance pour lui. Ogé dit à Eula de laisser tomber, car il n'écouterait pas. Goku bondit, atterrissant devant la statue. Il écarta les bras, demandant à devenir un protagoniste. Le boss du donjon ricana, amusé en attendant que cela se produise. Soudain, la statue cracha une fumée cramoisie de sa bouche. Elle engloutit le gars, si excité à l'idée de devenir plus fort. Ses yeux s'écarquillèrent en sentant l'énergie affluer dans son corps. Puis il rit, sa silhouette se transformant au milieu de la fumée. Le corps de Goku devint massif et rouge. Il était un démon déchu de niveau 7. Les chasseurs remarquèrent qu'il était vraiment plus fort, mais son apparence avait changé. Le boss du donjon lui ordonna de prouver sa loyauté, ce qui poussa le gars à demander comment il pourrait faire cela. Le visage du boss du donjon se tordit alors qu'il lui ordonnait de tuer tous les humains à l'intérieur, le poussant à leur faire face et à saisir son épée dans son dos. Goku n'était plus humain, ni par sa forme ni par son apparence. En le regardant, ses camarades étaient furieux qu'il ait trahi l'humanité. Pendant ce temps, le boss du donjon et les monstres semblaient apprécier le spectacle de la peur humaine. Une de leurs camarades populaires, Zina, menaça alors de le dénoncer à son père s'il aidait les monstres, ce à quoi Goku ne lui lança qu'un regard froid sans dire un mot. Goku sauta de l'autel et atterrit devant ses camarades, les terrifiant. Il parla ensuite, disant qu'il semblait avoir mal compris la situation. Sans avertissement, il frappa immédiatement Zena au visage. Tout le monde fut complètement surpris, pensant que Goku l'avait tué. De toutes les choses que Goku détestait, c'était les arrogants qui l'agaçaient le plus. Tout le monde paniqua et s'enfuit en réalisant que Goku était sérieux quant à les tuer. Eula exhorta tout le monde à ne pas courir et à coopérer, mais ils étaient trop effrayés. Un par un, ils sautèrent de la plateforme, essayant désespérément de s'échapper. Goku les traversa comme un éclair cramoisi, semant le chaos. Il lança de multiples projectiles vers les étudiants, les atteignant tous avec succès alors qu'ils s'enfuyaient. Une des filles trébucha et tomba même à l'approche d'un projectile. Heureusement, un anneau de flamme fut conjuré pour bloquer l'attaque. Goku serra les dents, se demandant ce qui venait de se passer. Il vit alors que c'était Eula se préparant pour un autre round.
Enragé, Goku explosa d'une puissance cramoisie écrasante alors qu'il se préparait à attaquer. Il était confiant que sa forme démoniaque pouvait désormais affronter Eula, mais alors cette dernière activa son armure de plumes de phénix pour bloquer. Cependant, l'attaque de Goku était si puissante que Eula eut du mal à la parer. Elle fut projetée au loin et heureusement, Oji et Yana la rattrapèrent. Goku sourit, déclarant avec confiance qu'il n'était pas assez bon pour l'arrêter. Eula et son équipe se demandaient quoi faire pendant que Goku continuait d'étaler sa puissance. Eula décida qu'il devait gagner du temps jusqu'à l'arrivée des secours. OG hésitait car personne ne viendrait les secourir, mais Eula croyait qu'ils avaient encore de l'espoir. Après tout, ils avaient toujours Hiro qui les cherchait. Alors que l'invocation de Hiro traversait la barrière, Hiro découvrit enfin, grâce à son partage sensoriel, qu'elle avait été dissimulée. Il n'était pas étonnant qu'il n'ait pas trouvé le nid après toutes ses recherches. Le boss du donjon fut alors surpris de voir son monstre revenir sans son ordre. Il rapporta alors qu'il y avait un humain à l'extérieur qui avait tué tous les démons. Le boss du donjon fut en colère, mais il savait que ce n'était pas encore le moment critique. Mais en regardant Goku, il savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que les humains ne soient éliminés. Goku perdait déjà la raison, corrompu par le pouvoir démoniaque. Eula et son équipe se demandaient pourquoi il était devenu comme un monstre. Eula était également à bout de force. Elle avait déjà atteint sa limite. Elle s'effondra au sol, regrettant de ne plus pouvoir rattraper Hiro. Soudain, il y eut une puissante explosion venant d'en haut. L'attention de Goku fut attirée alors qu'un projectile l'approchait par derrière. C'était Hiro, s'excusant d'être en retard alors que sa lame déchirait la poitrine de Goku. Goku resta là, grognant en regardant la lame qui lui transperçait la poitrine. Hiro atterrit alors avec éclat tandis que Goku tombait au sol. L'équipe de Eula le regarda avec surprise, l'appelant par son nom alors qu'il se tenait devant eux. Les yeux de Hiro balayèrent l'endroit, rempli des corps sans vie de ses camarades. La culpabilité le frappa durement alors qu'il s'excusait d'être arrivé trop tard. Il fit face au boss du donjon tout en disant à Yana de s'occuper du traitement d'Eula. Le boss du donjon menaça Hiro pour avoir tué le successeur du Seigneur du Désastre, mais Hiro ne fut pas du tout dérangé par sa puissance. Enragé, le boss du donjon ordonna immédiatement à ses subordonnés. Les démons furent ravis d'être chargés de tuer les humains restants. Malgré la connaissance de la force de Hiro, Aji était inquiet et s'avança pour l'aider. Mais Hiro l'assura qu'il ne se battait pas seul. Oji le comprit mal, pensant qu'il s'attendait à ce qu'il se batte à ses côtés. Hiro lui tira l'épaule et clarifia qu'il ne voulait pas dire cela. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il pouvait invoquer sa propre armée de puissants morts-vivants. C'étaient ces invocations contre les subordonnés du boss du donjon se faisant face dans un regard tendu. La guerre totale éclata en un rien de temps, plongeant tout l'endroit dans le chaos. OG remarqua que ces monstres de haut niveau ne faisaient pas le poids face aux invocations de Hiro. Mais Hiro savait que le boss tramait encore quelque chose. Il spécula que peut-être il n'avait jamais eu besoin d'un successeur en premier lieu. Il comprit alors qu'il prévoyait d'utiliser la marque pour contrôler indirectement le pouvoir du Seigneur du Désastre. Mais soudain, Goku ressuscita en tant que Seigneur du Désastre et l'attaqua à l'estomac. Yana l'appela avec inquiétude en voyant cela, tandis que le boss du donjon ricana en le félicitant d'être un humain intelligent. Hiro s'étouffa tandis que le monstre expliquait que sa supposition était juste. Les invocations de Hiro commencèrent à se désintégrer alors qu'il subissait de nombreux dégâts. Pendant ce temps, le boss du donjon devenait plus fort en exploitant le contrat qu'il avait établi avec le Seigneur du Désastre. Il lança une attaque vers Hiro, le faisant tomber au sol. Les autres l'appelèrent avec inquiétude alors qu'il semblait avoir perdu connaissance. Maintenant, le boss du donjon ordonna à ses serviteurs de lui offrir leur pouvoir. Les monstres obéirent, sans un mot, libérant leur pouvoir pour lui. Mais il ignorait qu'un mort-vivant avait réussi à se faufiler derrière lui. C'était Hiro lui-même qui utilisait le mort-vivant comme son avatar. Le boss du donjon fut complètement surpris de voir que Hiro n'était pas mort. Il ne perdit pas de temps et fonça immédiatement avec son attaque. Le boss du donjon fut coupé en deux, mourant en se demandant comment un simple humain pouvait être si puissant. Après cela, la conscience de Hiro revint à son propre corps alors qu'il se levait. L'équipe d'Eula le regarda avec inquiétude alors qu'il déclarait qu'il deviendrait plus puissant. Soudain, un cristal violet plana devant lui. Il le regarda et demanda si c'était un objet laissé par le boss. L'ange déchu répondit que ce n'était pas un objet laissé par le boss. Soudain, Aji fut alarmé en remarquant quelque chose. Il dit alors à Hiro de faire attention car le Seigneur du Désastre se tenait à ses côtés. Ce n'est qu'alors que Hiro réalisa qu'il avait oublié cet ennemi. Le Seigneur du Désastre ne perdit pas de temps et le frappa immédiatement, ce qui l'évita, mais le coup fut tout de même assez puissant pour le faire glisser en arrière. Il assura à OG et Yana qu'il allait bien et leur dit de partir en premier. Le Seigneur du Désastre continua de semer le chaos tandis que les faucheurs de Hiro l'arrêtaient. Il ajouta qu'il ne pourrait pas tenir longtemps, alors il devait quitter les lieux rapidement. Les autres étaient inquiets, mais il leur dit qu'il ne serait qu'un fardeau s'il restait là. Maintenant que la situation en était arrivée là, ils n'avaient d'autre choix que de lui faire confiance. En dehors du sanctuaire forestier, les parents des étudiants se demandaient pour nous pourquoi l'épreuve prenait si longtemps.
Ils interpellaient les examinateurs pour qu'ils leur disent ce qui se passait réellement. Soudain, la plateforme de téléportation émit une lumière bleue brillante. Tout le monde fut surpris de voir que quelqu'un s'était téléporté. En regardant, ils virent au tout que c'était Oji, Yana et Yula. Ils appelèrent immédiatement les ambulanciers car Yula était blessée. Son père l'appela avec inquiétude en voyant son état. Les autres professeurs demandèrent alors quand les soins médicaux arriveraient. Ils se tournèrent vers OG, lui demandant ce qui s'était passé à l'intérieur et où étaient les autres étudiants. Les yeux larmoyants, il rapporta avec regret qu'ils étaient tous morts, surprenant tout le monde. Ils regardèrent alors les parents, dont l'anxiété grandissait. L'ambiance s'assombrit instantanément. Ils n'eurent d'autre choix que de donner une explication aux parents concernant cette affaire. Pendant ce temps, d'autres chasseurs attendaient dehors ceux qui sortaient du test. Il semblait espérer que Hiro soit mort dans ce donjon. Soudain, tout le monde fut surpris lorsqu'il fut annoncé que quelqu'un sortait. Ce n'était nul autre que Hiro qui s'effondra au sol. Tout le monde paniqua, pensant qu'il était mort. OG l'appela avec inquiétude, le suppliant de ne pas mourir. Il ouvrit alors les yeux et leur dit qu'il était toujours en vie. OG fut surpris, se demandant s'il avait vraiment vaincu ce monstre, mais il dit que non. Il était si puissant qu'il ne pouvait que l'enterrer dans la grotte. Le professeur le reconnut comme celui qui avait eu un second éveil dans le donjon. Pendant qu'il parlait, une énergie violette traversa soudain la poitrine de Hiro. Hiro le remarqua et ouvrit les yeux. Il savait que quelqu'un l'avait attaqué sournoisement. Il sentit aussi qu'il était incapable d'invoquer les morts vivants et demanda à l'ange déchu ce qui se passait. L'ange déchu révéla qu'il était sous l'effet d'une magie interdite. Il fut surpris qu'une telle capacité existe et se demanda qui lui avait fait ça. Le professeur lui demanda alors ce que c'était, ce à quoi il répondit que ce n'était rien. Il trouva alors étrange que la sensation ait disparu à l'instant. Le professeur s'excusa ensuite de ne pas l'avoir emmené immédiatement pour des soins médicaux. Cependant, il devait lui poser des questions afin de pouvoir expliquer aux familles des étudiants. La nuit tomba si vite, Hiro rentrait chez lui pensant que c'était enfin terminé. Il se rappela les regards surpris du professeur lorsqu'il révéla les monstres qu'il avait combattus à l'intérieur. Ils spéculèrent qu'une force externe avait pu être utilisée dans ce donjon. Hiro demanda alors s'ils doutèrent de son histoire, mais les professeurs étaient experts en télépathie. Il sourit, se souvenant que la plupart de ce qu'il avait dit était en effet vrai, mais son intuition lui disait que le cristal dégageait une aura nécromantique qui ne pouvait être révélée. Soudain, il se retourna en entendant une voix l'appeler par derrière. Il ne perdit pas de temps et invoqua immédiatement son armée de faucheurs. Ces personnes le félicitèrent alors d'être capable d'invoquer des familiers de haut niveau. Mais l'homme était un assassin professionnel de niveau 13 et était confiant en sa vitesse. Il prétend que Hiro n'est rien d'autre que vulnérable et l'attaque. Les faucheurs poignardèrent dès les clones de l'assassin, mais l'assassin original réussit à se faufiler derrière lui. Ne voulant plus être dérangé, Hiro décida enfin de prendre les choses au sérieux. Son aura dominatrice et sinistre engloutit complètement l'assassin dans la terreur. Soudain, quelqu'un intervint et traita l'assassin de bon à rien. Hiro fut surpris et alarmé en entendant cela. Il se prépara alors à une attaque, réalisant que c'était l'homme qui l'avait attaqué sournoisement plus tôt. Hiro se prépara au combat, serrant les dents en regardant devant lui. L'homme jeta alors l'assassin avec colère pour n'avoir pas réussi à battre un simple gamin. L'assassin rapporta que Hiro était étrange après avoir expérimenté sa compétence plus tôt. Hiro demanda qui était un de ces gars, ce à quoi Shan ne donna à l'assassin qu'une minute pour le vaincre. Mais l'assassin dit avec confiance qu'il n'avait besoin que de 30 secondes avec l'aide de Shan. Il découpa alors Hiro sous tous les angles, tandis que ce dernier ne pouvait que bloquer. Hiro pensa que son corps était devenu raide, ne s'attendant pas à ce que l'ennemi soit capable de supprimer la magie. Avec cela, il n'eut d'autre choix que d'activer sa compétence de descente spirituelle. Il vit alors les choses du point de vue de son invocation. Voyant la couche bleue recouvrant son corps, il demanda à l'ange déchu ce que c'était. Apprenant que c'était une capacité qui lui interdisait l'usage de la magie, il comprit que c'était grâce aux yeux de Shan qu'il pouvait activer cette capacité. Soudain, le faucheur émergea rapidement de nulle part. Shan et son acolyte furent doux surpris en voyant cela. Maintenant, Hiro comprit qu'il n'avait juste pas besoin d'être dans le champ de vision de Shan. L'assassin paniqua en voyant qu'il était indemne. Hiro contrôla alors le faucheur pour attaquer, disant que c'était son tour maintenant. Il lança la lance directement vers la tête de Shan, mais ce dernier ne fit que sourire en bloquant sa tête avec une barrière. Hiro fut surpris en voyant cela. Il fut alors révélé que l'armure de Shan était fabriquée par un artisan de niveau 30. Shan n'avait initialement pas prévu d'attaquer, mais il avait changé d'avis maintenant. Hiro se prépara, pesant attentivement la situation, mais de nulle part, son téléphone vibra. Quand il regarda, il vit le message de son frère disant qu'il voulait le voir dans 1 heure. Avec cela, il n'eut d'autre choix que de partir immédiatement. Hiro fut perplexe face au développement soudain de l'histoire. Ils firent alors leurs adieux, mais continuèrent de le menacer que ce ne serait pas la fin. À la branche administrative de la ville, les professeurs parlaient du récent incident dans le donjon. Ils craignaient qu'il ne reste quelque chose de dangereux là-dedans.
Mais alors, l'homme à l'autre bout du fil le réprimanda soudainement d'être trop curieux des affaires du donjon. L'homme demanda ensuite comment il se faisait que seulement 5 personnes étaient restées en vie. Le professeur rapporta alors que quelqu'un avait réussi à monter de niveau jusqu'au niveau 10 lors d'un examen de débutant. De retour chez Hiro, il essayait d'examiner la gemme de nécromancie qu'il avait acquise. Il spécula alors que c'était ce cristal qui était à l'origine de la fermeture du donjon de l'intérieur. L'aura qu'il dégageait était très similaire à celle des morts. Pour tester cela, il utilisa son épée et frappa la gemme. La gemme ne bougea pas et ne fit que libérer une puissante onde de choc. Hiro ne put que sangloter, ses mains tremblant de douleur. Voyant que la gemme ne bougeait pas du tout, il retourna à son corps et ordonna aux faucheurs de l'attaquer simultanément. Utilisant son autorité de monarque, il leur donna le signal fantôme. Un grand bruit sourd fut alors entendu, ce à quoi son voisin lui cria avec colère de faire du bruit à minuit. Il se demanda si c'était parce qu'il était trop faible et que ses attributs étaient trop bas. Son téléphone vibra alors, attirant son attention. Il décrocha le téléphone et demanda qui c'était. C'était le professeur lui rapportant que des gens étaient venus dans la zone de Warcraft. Il s'avère qu'ils étaient à la recherche du parchemin d'or. En entendant cela, Hiro demanda ce que c'était et si tout le monde participerait. Il s'avère que c'est une compétition de classement entre diverses sociétés et ensuite la chute d'objets de monstres de haut niveau. Le professeur demanda pourquoi il posait cette question, ce à quoi Hiro se demanda silencieusement si cette personne participerait aussi. Il déclara alors qu'il voulait aussi aller à cet endroit. Le professeur fut surpris car cette zone abritait des monstres de plus de niveau 15. Hiro se tenait devant le poste de contrôle de Daxia, l'endroit que tout le monde devait traverser pour quitter légalement la ville. Il se souvint du professeur, insistant sur le fait qu'il devait promettre une chose. Partir seul aurait été plus facile pour lui, mais sa carte d'identité n'était pas encore prête. Pendant ce temps, une voix se fit entendre, appelant Oncle Jin. Elle agita même la main pour attirer son attention. Quand ils se virent enfin, ils se saluèrent. Oncle Jin dit à tout le monde de se détendre, bien qu'il leur manque encore une personne. Lorsqu'on lui demanda le partage du butin, il dit qu'un gamin de niveau 10 n'aurait pas de part. Les autres lui demandèrent alors d'expliquer pourquoi il devait apporter un poids mort. Jin leur dit alors qu'il gagnerait non de l'argent s'ils pouvaient emmener le gamin avec eux et le ramener vivant. Tout le monde fut surpris et eut des réactions mitigées à ce sujet. Jin aurait normalement refusé aussi, mais il révéla que ce raid était différent. Pendant qu'il parlait, Hiro se tenait déjà devant eux. Jin lui demanda alors de se présenter, ce qu'il fit. Freddy se présenta mais activa une compétence contre lui. Hiro tomba sous son illusion un bref instant mais la dissipa rapidement en lui disant poliment qu'il n'était là que pour apprendre de ses aînés. Freddy ressentit soudain une vive douleur lorsque sa compétence se retourna contre lui. Jin demanda alors son laissez-passer tandis que Freddy le trouvait étrange. Hiro comprit que Freddy ne voulait pas qu'il rejoigne ce raid. Tout est réglé et ils sont sur le point de partir tandis que Hiro cherchait une excuse pour s'éclipser. À l'intérieur, ils visent à extraire des cristaux magiques essentiels pour forger des armes et brasser des potions. Comme on ne les trouve que chez les bêtes de niveau 15, les artisans engagent généralement d'autres personnes pour les obtenir. Et les chasseurs de cristaux, comme Jin et son groupe, sont des raiders indépendants qui chassent les cœurs de bêtes. Hiro demanda quelle était leur première étape, ce à quoi Jin répondit qu'il s'écarterait de l'habituel. Il révéla qu'il y avait une information fiable concernant une bête dorée gravement blessée dans la montagne de l'Ouest. Tout le monde fut surpris en entendant cela, sauf Hiro qui dut demander ce que c'était. Emily expliqua alors que les bêtes dorées pouvaient potentiellement laisser tomber des parchemins dorés. En entendant cela, Hiro pensa qu'il serait préférable de les accompagner. Tout le monde fut ravi à l'idée qu'ils allaient faire fortune dans ce raid. Prudent comme il est, Jack demanda d'où il tenait l'information. Jin révéla que le soutien de Hiro était celui qui leur avait fourni l'information. Jack n'eut pas l'air impressionné, mais il ne dit pas un mot. Pour lui, cela semble encore trop beau pour être vrai. Maintenant qu'ils sont prêts, Jin invoqua son énorme familier oiseau. Hiro le regarda, surpris de voir qu'il était aussi un invocateur. En apprenant qu'ils étaient à la recherche d'une vipère à croc bleu de niveau 20, tout le monde fut ravi. Jin avait déjà repéré l'endroit et préparé des contre-mesures pour la bête. Pensant à l'argent, ils commencèrent à discuter de ce qu'ils voulaient acheter avec. Emily ajouta qu'elle voulait aider ses parents à démarrer une entreprise pour qu'ils n'aient pas à travailler dur. Hiro était sur le point de parler quand Freddy le coupa soudainement. Il changea immédiatement sa phrase, pensant qu'il était si agaçant. Jin le prévint qu'attaquer une bête n'était pas un jeu et qu'il devait suivre ses ordres. Il dit alors à tout le monde de monter sur sa bête pour gagner du temps et de l'énergie. Maintenant qu'ils sont montés, ils sont enfin prêts à partir. Pendant ce temps, un lézard robotique rampa hors des feuilles. Il regarda l'équipe de Jin et reconnut les niveaux des membres du groupe. Mais alors, il se demanda pourquoi il y avait un gars qui avait un niveau si bas. Finalement, Jin et son groupe sont arrivés au nid de la vipère à Crocs Bleu. L'oiseau se percha sur une falaise tandis que le groupe atterrissait au sol. Jin se tourna alors vers Freddy et lui demanda s'il avait apporté une corde. Alors qu'il descendait, Jin dit à Hiro de les attendre là car il ne pouvait pas le couvrir. Soudain, Hiro sentit quelque chose résonner en lui. Il sentit que les gemmes semblaient réagir à une certaine énergie.
Du fond de la fosse de la caverne, une brise souffla vers le haut. En embuscade se trouvait le monstre qu'ils avaient l'intention de chasser, la vipère à crocs bleus. Elle fixa le vide, détectant la présence d'intrus dans son nid. Pendant ce temps, Freddy et les autres continuèrent de descendre dans le nid. Ils avaient du mal à descendre car il n'y avait presque nulle part où poser le pied. Soudain, il sentit quelque chose passer derrière lui et demanda qui était là. Ne voyant personne, il rejeta cela comme son imagination. Il ignorait que Hiro avait déjà réussi à se faufiler sous sa forme de faucheur. Il savait pertinemment que les roches ne réagissent pas d'elles-mêmes et que quelque chose clochait indubitablement dans cet endroit. Le groupe de Jin atteignit enfin le fond de la caverne. Ils continuèrent ensuite à traverser les étroits passages intérieurs. Après une bonne période de marche, Jack leur ordonna de s'arrêter. Devant eux, d'innombrables serpents bleus rampaient sur leur chemin. Ils supposèrent que ces serpents devaient être les gardiens. Jack se tourna vers Jin et félicita joyeusement ces informations. Tout le monde se prépara alors que les serpents bleus commençaient à ramper vers eux. Sur un simple ordre de Jin, son oiseau invoqué plongea immédiatement dans la bataille et déchiqueta les serpents. Les autres membres n'étaient pas non plus disposés à rester les bras croisés. Pendant qu'ils continuaient à combattre les serpents, Hero était là, les observant attentivement. Il trouva étrange que ces serpents possèdent bien plus que leur propre aura. Il avait l'impression qu'une autre sorte d'énergie se mêlait à la leur. Il fut alors surpris car les monstres normaux disparaissent rapidement après leur mort, mais leur corps était toujours là. Soudain, le corps d'un serpent mort commença à gonfler d'une lumière verte. Il explosa ensuite, libérant un épais nuage de gaz toxique vers eux. Jin fut surpris, il ne s'attendait absolument pas à cela. Ils se tournèrent alors vers Emily et lui demandèrent d'utiliser la dissipation. Mais à leur grande horreur, Emily se retrouva incapable d'utiliser la moindre compétence. Jack se demanda ce qui se passait et si les serpents azur pouvaient réellement faire cela. Pendant ce temps, un autre serpent se fraya un chemin à travers eux en ricanant. Il s'approcha ensuite de Jin, lui demandant sarcastiquement des nouvelles des informations qu'il lui avait vendues. Jin fut surpris, se demandant pourquoi il faisait cela après avoir payé si cher pour ses renseignements. Mais le serpent se contenta de rire de Jin, aveuglé par un simple parchemin doré. Le serpent révéla alors qu'il était de la classe chasseur. Hiro fut surpris en entendant cela. C'était le genre à tendre des embuscades et à chasser les gens dans la nature sauvage. Jin ordonna à ses hommes de se retirer et d'oublier le parchemin doré. Soudain, la pièce fut remplie d'un autre type de fumée. Le serpent se glissa de nouveau dans le tunnel, déclarant que le roi des serpents était enfin réveillé et viendrait les chercher. Il se tourna ensuite vers Emily, lui proposant de la sauver si elle acceptait de devenir sa soigneuse. Enragé, Freddy trancha soudainement la tête du robot. Le véritable cerveau derrière tout cela était dehors, espérant sarcastiquement qu'il serait encore en vie d'ici 1 heure. Il était assis sur la falaise, pensant qu'il serait celui qui récolterait tout. Il se demanda où était passé ce type disparu, mais pensa qu'un faible de niveau 10 ne causerait aucun problème. Il ignorait que ce même faible de niveau 10 le surveillait déjà par derrière. Le cerveau se reposait tranquillement près de la falaise, réfléchissant à quel point la situation lui était favorable. Soudain, son téléphone vibra à cause du message d'une connaissance. Il décrocha, se demandant qui l'appelait à cette heure-ci. L'homme l'appela Lézard et lui demanda où il était, ce à quoi il répondit qu'il travaillait. Hero continua d'écouter aux portes pendant que l'homme poursuivait son appel sans le savoir. En écoutant, il apprit qu'il ciblait en fait l'académie Waking. Lézard continua de parler au téléphone d'une fille forte à Waking. En entendant cela, Hero pensa que c'était la personne qu'il cherchait. Il se pencha pour mieux capter leur conversation, mais les sens aiguisés de Lézard ne manquèrent pas sa présence cette fois-ci. Les yeux de Hero s'écarquillèrent lorsqu'il fut repéré, tandis qu'une puissante explosion suivait l'attaque de Lézard. Lézard déclara que la raison pour laquelle quelqu'un manquait était que Hero se cachait. Pendant ce temps, la plupart des faucheurs de Hero étaient morts lors de la récente attaque. En le regardant, Hero pensa que Lézard était l'adversaire le plus effrayant qu'il ait jamais rencontré. Lézard lui dit alors de se détendre, affirmant qu'il n'était pas intéressé par un simple débutant de niveau 0. Hero se retourna confus que l'ennemi le laisse partir. Mais les plans de Lézard étaient bien loin de cela, d'un sourire maléfique s'étirant sur ses lèvres. Soudain, son lézard robotique émergea du sol et se jeta sur Hero. Le robot avala le Hero confus tout entier, tandis que Lézard lui-même éclatait de rire en se moquant de la naïveté de Hero. La gueule du robot se referma, enfermant Hero à l'intérieur. Lézard ne put s'empêcher d'être ravi à l'idée d'écraser un espoir prometteur de ses propres mains. Il admit ensuite qu'il avait eu peur un instant après avoir survécu à son attaque indemne. Mais maintenant qu'il était réglé, Lézard baissa sa garde et se retourna. Pendant ce temps, Hero survécut en transférant sa conscience à son avatar. Il savait que l'ennemi pensait qu'il était déjà mort. Pendant ce temps, son vrai corps, qui se trouvait à l'intérieur du robot, scannait l'endroit entier. L'ange déchu termina de scanner le lézard mécanique. Après avoir rempli toutes les conditions de prise de contrôle, l'ange déchu lui demanda s'il voulait prendre le contrôle du lézard mécanique. Hero ne perdit pas de temps et ordonna immédiatement la prise de contrôle. Instantanément, les yeux du robot brillèrent différemment en réponse à sa prise de pouvoir. Désormais, la situation avait changé et la proie était devenue le chasseur. De retour à l'intérieur de la grotte, tout le monde luttait pour faire face à la vipère à crocs bleus.
Le serpent n'était pas disposé à reculer et continuait d'avancer. Avec cela, Emily avait du mal à maintenir la barrière pour les protéger. Freddy blâmait la brume empoisonnée de tout à l'heure pour les avoir ralentis. La vipère à croc bleu continua d'avancer et fissura le bouclier. En un rien de temps, la barrière s'effondra et Jack fut repoussé. Il s'effondra au sol, toussant, pensant que tout était fini. Pendant ce temps, Jean se reprochait d'avoir amené tout le monde à cet endroit. Se sentant responsable de leur vie, il chargea imprudemment pour tuer le serpent. Jack l'appela avec inquiétude en le voyant attaquer le monstre boss. Pendant ce temps, le serpent rugit alors qu'il se préparait pour une autre attaque. Alors que tout le monde appelait Jean avec anxiété, le faucheur de Hero fonça au-dessus d'eux. Ils furent surpris en voyant le faucheur frapper soudainement le monstre à la poitrine. Suivirent des orbes de foudre dorée qui furent lancés, infligeant des dégâts internes au serpent. Le faucheur sauva rapidement Jean alors que le monstre tombait au sol. Pendant ce temps, tout le monde se demanda ce qui avait soudainement tué le monstre. Jean parla et demanda au faucheur pourquoi il l'avait sauvé, ce à quoi le faucheur ne fit que le regarder avec des yeux froids. Il déposa ensuite Jean au sol tandis que celui-ci disait qu'il devait être étourdi pour parler à une créature invoquée. Mais alors, Jean fut surpris lorsque le faucheur lui demanda s'il lui restait des orbes. L'entendant parler, il se demanda si le faucheur était vraiment une créature invoquée. Alors que la fumée se dissipait, ils virent Jean parler avec le faucheur. Jack regarda le faucheur, se demandant qui c'était exactement. Jean dit qu'il avait encore un orbe de foudre, ce à quoi le faucheur répondit qu'il y avait un autre ennemi là-haut, mais Jean dit à Hero que ceci était inutile contre une carapace dure. Soudain, le faucheur remarqua que l'ennemi arrivait enfin. Tout l'endroit trembla alors qu'une énergie cramoisie et menaçante s'échappait de l'ouverture de la caverne. Tout le monde fut alarmé, le chasseur venait les traquer, Lézard intervint, surpris de les voir encore en vie. Il dit qu'il pensait que ce serait une mort horrible pour eux. Il ignorait que le faucheur se cachait déjà et guettait sa tête. Lézard continua de jacasser à propos de s'approprier les rares cristaux magiques. Freddy vit que le chasseur était sur le point de s'emparer de leur cristal magique durement gagné et courut vers lui, mais Lézard ne le laisserait pas faire et ordonna à son robot de le tuer. Mais le robot ne bougea pas, ce qui lui fit supposer qu'il avait mal fonctionné. Voyant cela, il décida de le faire lui-même et attaqua Freddy. Alors que ce dernier s'accroupissait près des cristaux magiques, un rayon doré fonça vers lui. Il le frappa directement et le repoussa, le faisant gémir de douleur. Freddy fut projeté et atterrit devant Jack et Emily, tandis que Lézard ramassait le cristal magique et affirmait qu'il lui revenait de droit. Il dit en plaisantant que cela ferait de lui un bandit et en rit. Soudain, le lézard robotique bougea sans ses ordres, il se retourna pour voir ce qui s'était passé. À sa grande surprise, le lézard robotique commença à l'attaquer. Il recula, se demandant ce qui était arrivé à son robot, tandis que le faucheur se glissait derrière lui. Le faucheur réussit à lui porter un coup dans le dos. Cela ne sembla pas suffisant pour infliger des dégâts, alors Lézard exigea l'identité du faucheur. Ce dernier déclara froidement qu'il était juste là pour lui prendre la vie, tandis que pour lui, la situation s'était complètement inversée. Les proies qu'il était censé chasser le chassaient désormais. Il serra les dents, pensant qu'il n'avait plus le choix. Maintenant qu'il était acculé, il prévoyait d'ingérer le cristal magique pour augmenter sa puissance. Jack et Jean furent alarmés de le voir tenter d'avaler le cristal magique. Sans hésitation, Lézard poussa le cristal magique dans sa gorge. Cependant, le faucheur révéla que ce qu'il avait avalé n'était pas un cristal magique. Soudain, Lézard ressentit une douleur aiguë qui le fit pâlir. Il s'effondra au sol, tremblant en se serrant le ventre. Plus tôt, Jean discutait du fait que l'ennemi devait avaler l'orbe de foudre pour qu'elle fasse effet. Le faucheur dit qu'il avait un plan et demanda s'ils avaient à quelqu'un capable d'utiliser des illusions. C'est alors que Jean comprit enfin ce que le faucheur essayait de faire. L'orbe de foudre continuait de ravager le corps de Lézard de l'intérieur. Il s'effondra ensuite au sol, son corps fumant et inconscient. Jean fut surpris et ne put croire que cela avait vraiment fonctionné. Pendant ce temps, Freddy et Emily étaient si épuisés qu'ils ne pouvaient même plus se tenir debout. Le faucheur lui conseilla alors qu'il devait repartir rapidement car il avait une organisation derrière lui. Freddy insista pour qu'il cherche d'abord le repère du boss, mais Jack l'arrêta. Il expliqua que l'équipe était faible et qu'il devait d'abord privilégier la survie. Il dit qu'il devrait simplement lui laisser cela en guise de gratitude pour les avoir sauvés. Freddy comprit ses paroles et obtempéra. Il se tourna ensuite vers le faucheur et lui demanda comment il connaissait ses capacités d'illusion. Le faucheur répondit simplement qu'il l'avait expérimenté. Freddy fut alors surpris en réalisant que la véritable identité de cet homme était Hero. Après leur départ, le faucheur coupa le visage du lézard méca. Le vrai corps de Hero en sortit. Il s'étira, soulagé d'avoir enfin réussi à s'échapper. Il regarda ensuite Lézard, qui gisait mort sur le sol. Il se demanda si son apparence avait changé après sa mort. Sans perdre de temps, il pilla immédiatement sa robe de déguisement et d'autres objets de valeur.
Il fut alors surpris de voir qu'il y avait un livre de compétences parmi les objets de Lézard. Il fut également surpris de voir qu'il y avait des parchemins de trésors dans le stockage de Lézard. Il s'avéra que les parchemins dorés qu'ils avaient mentionnés étaient en fait ces parchemins de trésors dorés. Il demanda ensuite à l'ange déchu pourquoi il y avait un livre de compétences argenté dans des parchemins de trésors dorés, ce à quoi il répondit que le livre de compétences n'était qu'une partie du trésor doré. L'ange déchu lui demanda ensuite s'il voulait l'ouvrir ou en préserver la valeur. Héros ne perdit pas de temps et le joua, obtenant la compétence Fente obscure en ouvrant le parchemin. C'était une compétence décente qui lui permettrait de fusionner avec l'obscurité et d'exécuter une embuscade. L'ange déchu lui demanda ensuite s'il voulait améliorer l'effet du livre de compétences. Héros était sur le point de refuser, disant que les livres de compétences étaient bien trop hors de sa portée, mais la gemme se mit soudainement à réagir une fois de plus. Elle pointait vers une partie plus profonde de la grotte au serpent, suggérant les trésors cachés enfouis à l'intérieur. Quand il vérifia, il trouva un énorme œuf de serpent en train d'éclore. Soudain, la gemme de tout à l'heure plana dans les airs, le surprenant. Elle commença alors à absorber l'énergie de l'œuf de serpent, surprenant Héros encore plus par sa capacité à convertir l'énergie en expérience. Il réussit à gagner jusqu'au niveau 12 d'expérience et à débloquer la compétence Fente obscure. Mais alors, l'œuf de serpent continua d'émettre une énergie puissante qui le déstabilisa. Héros pouvait à peine se tenir debout en observant l'œuf de serpent. Il fut alarmé que l'œuf de serpent combatte la gemme, mettant la grotte en danger d'effondrement. Il saisit la gemme et prévoyait de partir, pensant que c'était du gâchis de la laisser. Mais il fut alors surpris en continuant de la tenir. La gemme ne bougeait pas, peu importe à quel point il tirait. Furieux, il s'en prit à la gemme pour avoir défié sa volonté. L'émission d'énergie continua et la grotte commença à s'effondrer, même la partie extérieure de la montagne. Pendant ce temps, une femme nommée Freya le sentit et dit que quelqu'un arrivait. Elle se retourna joyeusement et déclara que quelqu'un venait la sauver. Ses ravisseurs furent un peu confus après avoir entendu ces paroles insensées. Ils lui dirent alors qu'il n'y avait pas une seule âme dans ces montagnes. Les ravisseurs commencèrent ensuite à flirter entre eux, ce à quoi elle leur dit avec dégoût d'arrêter. Alors qu'ils continuaient leur chamaillerie, Héros passa derrière eux portant un déguisement. Les ravisseurs furent alarmés et le menacèrent de ne pas interférer. Pendant ce temps, Freya était heureuse de voir quelqu'un qui pourrait la sauver. Mais Héros continua simplement son chemin, sans se soucier des trois. Les ravisseurs furent ravis qu'il semble avoir peur parce qu'il s'éloignait. Mais Freya était désespérée d'aide et lui demanda par communication spirituelle. Bien qu'ayant entendu qu'elle venait de l'université Waking, les ravisseurs continuèrent de la harceler. Mais alors, l'intérêt de Héros fut enfin piqué lorsqu'il entendit parler de l'université. Freya continua d'expliquer son affiliation avec l'université. Tandis que les ravisseurs étaient alarmés, elle proposa de le présenter à l'université en échange de son aide. Les ravisseurs se moquèrent de Freya d'espérer que l'homme la sauverait. L'un d'eux commença à l'agresser, la faisant se recroqueviller de terreur. Sur ce, elle utilisa ses compétences pour se téléporter loin du ravisseur. Héros fut surpris lorsque Freya commença à se téléporter derrière lui. Elle avait pu se téléporter, mais elle était toujours ligotée par les cordes. Remarquant cela, Héros se demanda quel genre de compétences Freya venait d'utiliser. Les ravisseurs se transformèrent en leur forme de loup-garou et décidèrent de se débarrasser d'eux. En les regardant, Héros fut néanmoins alarmé. Freya le prévint qu'ils étaient tous deux des métamorphes de bêtes de niveau 16. L'un des loups ne perdit pas de temps et chargea immédiatement sur lui, ce à quoi Héros invoqua aussitôt son faucheur. Le loup-garou fut surpris lorsque le faucheur brandit sa faux contre lui, mais après avoir vu qu'il n'était qu'un simple invocateur de niveau 13, ils commencèrent à se moquer de lui. Héros afficha un sourire sarcastique et rétorqua les traitant de simples chiens. Le loup-garou fut furieux et lui grogna dessus, menaçant de le tuer. Freya lui demanda frénétiquement pourquoi il le provoquait. À cause de cela, le loup-garou entra dans son état d'amélioration secondaire. Freya expliqua que ses fluctuations d'énergie avaient maintenant atteint le niveau 18. Mais contrairement à son conseil, Héros ordonna immédiatement au faucheur d'attaquer. Il déclara avec confiance qu'il n'avait même pas encore utilisé toute sa force. Le faucheur leva sa hache, puis l'abattit d'un coup puissant contre le loup-garou. Le loup-garou fut surpris que la créature invoquée soit trop forte pour un simple niveau 13. Il fut ensuite surpris de ressentir une autre intention de tuer dirigée vers lui. Il repoussa immédiatement le faucheur et recula. Son partenaire lui demanda alors pourquoi il battait en retraite devant une simple créature invoquée de niveau 13. Il ne parla pas et se contenta de jeter un coup d'œil à Freya. Il jeta aussi un coup d'œil à Héros, mais il ne sentit aucune intention de tuer de leur part. Il était également bien conscient que cela ne venait pas non plus de la créature invoquée. Il était face à un dilemme. Il affrontait un seul faucheur, mais il y avait deux intentions de tuer. Il se demanda s'il y avait une autre créature invoquée qui cherchait autour. Voyant qu'il ne bougeait pas, Héros s'impatienta et dit qu'il allait attaquer maintenant. Le loup-garou était terrifié, serrant les dents. Alors que le faucheur chargeait, il s'inquiéta que son partenaire soit laissé seul s'il mourait. Il savait qu'il devait faire quelque chose et cela impliquait d'utiliser ce mouvement final. Personne ne s'y attendait. L'homme s'agenouilla soudainement au sol et se rendit. Tout le monde fut surpris, y compris son partenaire.
L'homme commença à révéler qu'ils n'étaient pas vraiment des méchants et qu'ils faisaient juste un spectacle, mais Hero ne les crut pas, ce à quoi il expliqua que Freya était celle qui les avait volés en premier. Freya eut l'air coupable, mais elle dit que les abattre était un acte de justice étant donné leur réputation. Sa partenaire commença à le réprimander pour avoir révélé leur couverture, ce à quoi il répondit que c'était la bonne chose à faire. Furieuse, elle décida de s'occuper de Hero elle-même, ce à quoi il lui dit de ne rien faire de téméraire. Soudain, il ressentit une fois de plus l'intention de tuer de tout à l'heure. Tremblant, il comprit que c'était à cause de l'ombre de l'adversaire. Il était terrifié et porta immédiatement son partenaire avant de fuir. Freya dit qu'ils devaient les poursuivre tous les deux, mais Hero n'était pas d'accord. Il dit que les rats acculés ne devraient pas être poursuivis, car il pourrait encore avoir une carte cachée. Il retrouva ensuite son apparence originale et posa des questions sur l'université Waking. Freya fut surprise de voir que son visage avait changé. Hero lui dit que la cape qu'il portait était capable de le déguiser. Entendant qu'il était aussi un étudiant, elle ne put le croire car aucun invocateur ne s'était récemment éveillé. Elle le traita de menteur, disant qu'aucune classe normale n'atteindrait jamais plusieurs niveaux juste après l'éveil. Mais alors, elle réalisa enfin quelque chose. Elle se souvint qu'elle avait été témoin d'un second éveil auparavant. Hero se demanda comment Freya le connaissait, ce à quoi elle se contenta de rire. S'il découvrait quelle était la raison pour laquelle Shan le poursuivait, elle aurait des ennuis. Il lui demanda de l'amener aux gens de Waking tout de suite, mais elle lui dit de ne pas se presser et de vérifier le trésor d'abord. Mais en l'entendant dire qu'il n'était pas intéressé, Freya se demanda s'il était fait de bois ou quelque chose comme ça. Malgré son désintérêt, Freya continua de sortir la carte légendaire du royaume secret. Elle expliqua que c'était une carte menant à un donjon débordant de trésors. Elle dit que ce n'était qu'un quart de la carte et que le donjon était extrêmement dangereux. C'est pourquoi elle avait besoin d'un partenaire et lui demanda s'il voulait faire équipe. Mais à sa grande surprise, Hero s'était déjà éloigné après avoir entendu ses bêtises. La nuit tomba rapidement et ils se retrouvèrent eux tous les deux autour d'un feu de camp. L'entendant se présenter, elle lui rendit l'appareil et se présenta comme Freya. Freya proposa de l'aider à trouver la personne que Hero cherchait, ce à quoi ce dernier demanda si elle connaissait Tori. Freya fut surprise d'apprendre que Hero avait une sœur aînée. Il précisa que Tori était sa sœur cadette, ce à quoi Freya supposa qu'elle avait été admise par exception spéciale. Elle se souvint qu'une seule personne avait été admise par exception spéciale, mais elle portait un nom différent. Cela la fit s'interroger encore plus, car quelqu'un d'aussi talentueux qu'elle devrait être célèbre. En entendant cela, Hero resta sans voix en se remémorant un souvenir. À l'époque, ses colis étaient toujours retournés car personne ne les recevait à Watchang. Le livreur lui avait dit qu'il n'y avait personne nommé Tori à Watchang. Il avait essayé par tous les moyens de la joindre, mais cela se terminait toujours en vain. Il jura de leur faire payer s'ils osaient un jour faire du mal à sa seule famille. Freya lui dit de se détendre, affirmant que Waking n'était pas un endroit dangereux pour sa sœur. Elle lui demanda ensuite s'il connaissait les règles d'admission à l'université, ce à quoi il les récita toutes. Cependant, elle révéla qu'il y avait en fait une règle non écrite. De la classe E à A, les ressources deviennent plus profondes à mesure que les classes le sont plus élevées. Cela incita Hero à demander si cela signifiait que les gens trichaient aux examens d'entrée. Mais plus que cela, ils font en fait disparaître un concurrent, surtout un second éveillé comme lui. C'est pourquoi il serait préférable qu'il ne vise pas une place plus élevée à l'école. Elle se leva ensuite, bâillant en disant qu'elle avait sommeil. Mais au fond d'elle, elle espérait qu'il la supplierait de devenir sa coéquipière. Mais le voyant toujours désintéressé, elle lui demanda s'il ne voulait pas rejoindre la classe A et faire équipe avec elle. Elle fut alors stupéfaite quand il commença à décrire la situation avec une perspicacité profonde. Il savait que la plupart finissaient eux dans les classes E à B et que personne n'avait jamais atteint la classe A. La raison en est que les forts ne sont pas élevés sous serre. Compter sur une équipe pour progresser rend complaisant et cela vous tue dans un monde où la force est primordiale. C'est pourquoi Hero était curieux de savoir pourquoi elle tenait tant à le recruter. Ces mots frappèrent juste et Freya se sentit coupable tandis qu'il parlait. Elle ne pensait pas qu'il serait si perspicace et admit qu'elle le recrutait effectivement. Mais c'était plutôt un investissement car elle ne voyait en lui qu'un potentiel futur. Elle révéla aussi que c'était parce qu'elle faisait confiance à son sixième sens, plus fort que la plupart. C'est pourquoi elle ne pouvait s'empêcher d'attendre qu'il devienne assez fort pour changer le monde. Elle savait que lorsque cela arriverait, beaucoup seraient au laissé-pour-compte. En ville, les rues étaient animées, remplies des échos de transactions commerciales. Hero se retrouva aéré dans ces rues bondées. Freya prit alors la parole. C'est la ville d'Everest, la seule zone de commerce humain dans la montagne de l'Ouest. On dit qu'un maître des formations de haut rang et plusieurs bâtisseurs de renom l'ont créé pour repousser les bêtes. Mais Hero n'était pas intéressé et demanda pourquoi elle avait changé de vêtements, ce à quoi elle répondit qu'elle n'avait aucune raison de le faire. Il demanda ensuite où était ce type, ce à quoi elle répondit qu'il n'était pas facile à rencontrer. Elle ajouta qu'il avait un petit frère agaçant, tandis qu'il parlait, Shan intervint et salua Freya. Il rapporta que la préparation du troisième raid était terminée et demanda où elle était partie. Il lui saisit soudain les mains et lui ordonna de le suivre. Hero mit rapidement son déguisement et arrêta Shan.
Freya fut surprise de sa rapide transformation, tandis que Shan semblait furieux qu'il se mêle de ses affaires. Hiro exerça assez de force et réussit à repousser Shan. Ce dernier réalisa qu'il était du type amélioration corporelle et comme il agissait ainsi, Shan ne voulait pas reculer. Voyant qu'un combat pouvait éclater, Freya arrêta Shan et changea de sujet. Elle lui dit alors de se dépêcher et d'aller immédiatement au 3e raid. Elle lui précisa aussi que Hiro n'était pas affilié à eux. Hiro resta sans voix en les regardant tous partir. Freya se retourna et utilisa sa communication spirituelle, s'excusant auprès de Hiro. Ce dernier pensa que son coup sombre était bien pratique, permettant à son faucheur de fusionner avec l'obscurité. Mais alors, les membres de l'homme qui l'imitait apparurent soudain derrière lui. Ils interpellèrent Hiro, déguisés en leurs membres lézard poison. Ce n'est qu'alors que Hiro réalisa que cet homme était celui à qui Lézard parlait au téléphone. Tandis que l'homme nommé Pyro le saluait, il comprit que ces gens étaient les complices de Lézard. Il continua à faire semblant d'être amical en plaisantant, ce à quoi Hiro répondit par un petit rire. Mais Pyro sentit que quelque chose clochait quand Lézard réagit à ses blagues, ce qu'il ne faisait jamais d'habitude. Il demanda son identité et déchaîna ses pouvoirs pour le griller. C'était assez puissant pour que 2 de ses faucheurs meurent en encaissant cette attaque. Hiro serra les dents en essayant d'endurer la puissante attaque de l'ennemi de niveau 18. Mais alors, il fut stupéfait en remarquant soudain quelque chose. La gemme de tout à l'heure commença à absorber l'énergie de l'attaque ennemie. Même Hiro n'en croyait pas à ses yeux, ce qui se passait devant lui. Tout comme avec l'œuf de serpent, la flamme de l'ennemi fut aussi avalée. Pyro pleura tandis que ses flammes bien-aimées étaient englouties par Hiro. Ce n'était pas beaucoup de points d'expérience pour lui, mais Hiro était ravi de la possibilité de monter rapidement de niveau. Pyro appela Lily, la suppliant en disant qu'il avait subi une perte cette fois. Lily arriva alors par derrière, surprenant Hiro. Elle lui demanda de rendre les flammes de Pyro, disant qu'il l'avait seulement puni pour avoir ignoré les ordres. Hiro le taquina, demandant s'il croyait maintenant qu'il était le vrai lézard poison. Lily expliqua que seul son lézard méca pouvait encaisser les flammes de Pyro de plein fouet. C'était une chance qu'il ait battu Lézard plus tôt. Pyro ajouta qu'il n'avait jamais douté de son identité et voulait juste lui offrir un accueil enflammé. Hiro répliqua, disant qu'il ne lui rendrait pas cet accueil. Lily demanda à Pyro si perdre ses flammes perturberait le plan, ce à quoi il répondit à peine. Entendant cela, elle lui dit de prendre cela comme une leçon et exhorta tout le monde à bouger. Pyro était complètement découragé que ses flammes bien-aimées aient été englouties. Derrière eux se tenait Hiro, les regardant avec une prudence extrême, surtout Lily. Pyro lui dit alors de se dépêcher et de les aider avec le travail. Tous les 3 continuèrent à marcher dans la rue. Pendant ce temps, à l'arène, Freya semblait énervée en marchant avec Shan. Elle regardait autour d'elle, cherchant Hiro dans l'endroit. Tous 2 entrèrent ensuite dans un bâtiment et Shan appuya sur le bouton de l'ascenseur pour l'étage désiré. Il dit alors que le plafond n'était que de niveau 25 ici et que son frère voulait l'atteindre. En atteignant le 17e étage, quelqu'un entra dans l'ascenseur. C'était Wendy et Lester, parlant de ne pas aller au 18e à cause de quelqu'un. Wendy lui demanda alors s'il avait peur de cette personne, ce à quoi Lester répondit qu'il voulait juste tester le meilleur de la classe 2, un senior face à un junior. Mais Wendy savait qu'égaler cette personne serait un miracle. Lester mentionna alors que le concours de chasse au parchemin doré avait déjà déraillé. Ils regardèrent ensuite la plateforme, commentant la bête rare en dessous d'eux. Dans l'arène, un homme était visible, affrontant une bête massive. Il haletait en tenant son épée, mais il ne voulait pas abandonner. C'était nul autre que Jin, jurant qu'il sauverait son équipe. En le voyant, Hiro se demanda pourquoi il était à cet endroit. Pyro lui demanda alors s'il connaissait l'homme qui se battait en bas. Il nia, disant qu'il se demandait juste quel genre d'homme se battait dans un match désespéré. Pyro lui dit alors que quelqu'un avait forcé Jin à un contrat d'esclave et qu'il était devenu un simple outil. Il remarqua aussi que ce n'était pas quelque chose sur quoi Lézard avait son mot à dire, ayant fait pire. Mais entendant Hiro le menacer, il changea immédiatement de sujet. Soudain, Lily apparut derrière eux et dit qu'elle avait déjà tout planifié. Beaucoup de gens de Waking sont arrivés et ils doivent être prudents. Lily se tourna ensuite vers Pyro, lui rappelant de prendre les choses au sérieux. Hiro fut alors alarmé quand il fut révélé qu'ils allaient les voler. En un rien de temps, le programme avait commencé et l'hôte lança officiellement la grande finale de l'enchère. Il présenta à tous le dernier article, un objet rare et formidable de la guilde. Entendant l'introduction, la foule était extrêmement curieuse de savoir ce que pouvait être ce trésor. L'hôte dit que la foule avait peut-être vu beaucoup de trésors ordinaires, mais celui-ci était différent. Il demanda alors à tous s'ils avaient déjà vu un trésor humanoïde. Au siège VIP, Yuki s'installa avec Freya et Shan comme représentants de la Société des Chasseurs. L'hôte ne perdit pas de temps et montra immédiatement à tous le trésor dont il parlait. Ils sortirent alors une cage montrant la silhouette d'un monstre à l'intérieur. Hiro fut surpris en voyant cela.
Ils révélèrent alors que c'était la femme araignée à visage humain. N'ayant jamais rien vu de tel, la foule était complètement stupéfaite, la femme araignée était troublée tandis que tous la regardaient depuis les écrans. Shan révéla qu'il n'y aurait aucun enregistrement sur ce monstre, car c'est un spécimen rare. Il ajouta qu'ils utiliseraient ce monstre pour atteindre leurs objectifs. Freya fut surprise d'apprendre qu'il traiterait la pauvre créature comme un outil. Shan révéla avec enthousiasme qu'elle n'était pas n'importe quel monstre, mais qu'elle avait quelque chose de spécial en elle. Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, un de ces hommes fut soudain projeté. Shan regarda Yuki avec de la peur dans les yeux. Il ferma les yeux, disant à Freya de ne pas s'en soucier car elle le découvrirait bientôt. Cette dernière le regarda seulement sans prononcer un seul mot. L'autre continua à faciliter les enchères pour la femme araignée à visage humain. La pauvre créature semblait triste d'être traitée comme un objet de divertissement. Un des enchérisseurs offrit 3000 milles pour pouvoir tuer le monstre. Un autre homme d'affaires offrit 4000 milles pour pouvoir la torturer. Pendant ce temps, un autre enchérisseur affichait un regard sale en pensant à des idées dégoûtantes. Mais avant qu'il ne puisse finir ses mots, il ressentit soudain une vive douleur dans son corps. Sur sa poitrine, l'empreinte d'une fleur commença à éclore et le surprit. Un autre spectateur à l'esprit mal tourné demanda à l'homme ce qu'il voulait faire de la femme araignée. Soudain, l'empreinte de fleurs sur sa poitrine brilla plus intensément, libérant des tiges et des plantes violettes partout, terrifiant tout le monde. Tous ceux qui entrèrent en contact avec la fleur furent alors infectés, leur force vitale étant drainée de leur corps. Voyant cela, l'hôte de l'enchère demanda rapidement des renforts pour la situation. Soudain, il se retourna en remarquant quelque chose derrière lui. Perché au-dessus de la cage se trouvait Pyro, surprenant l'hôte de l'enchère en le voyant. Il demanda alors poliment s'il connaissait quelqu'un de l'université Waking. L'autre répondit avec hésitation, disant que certaines salles VIP du deuxième étage les abritaient. Pyro leva les yeux et vit qu'il y avait beaucoup de salles au deuxième étage. Il sortit alors son bazooka, disant qu'il n'avait pas d'autre choix que de les abattre un par un. Le canon de son arme commença à condenser de l'énergie en se rechargeant. Ensuite, il déchaîna un puissant rayon pour les abattre. Le rayon traversa l'air, enfilant, se dispersant en attaques distinctes. Ces attaques, semblables à des âmes, commencèrent à dévorer chaque salle du deuxième étage. Pyro rit de façon maniaque en commençant à semer le chaos partout. Pendant ce temps, Yuki resta immobile sur son siège, imperturbable par l'attaque se couvrant d'une barrière. Il ne fit que fixer devant lui avec un regard féroce. D'autre part, Shan et Freya se demandaient ce qui venait de se passer. Yuki jeta alors un coup d'œil sur le côté, demandant pourquoi il n'était pas morts. C'étaient Lester et Wendy émergeant des fissures du mur. Lester demanda alors où étaient les autres membres de la Société des Chasseurs, ce à quoi Wendy répondit qu'ils avaient dû partir tôt après la fuite de la nouvelle. Il dira ensuite que le nom de Yuki en tant que chef de la société pouvait dissuader la plupart des étudiants. Cependant, cela ne pourrait pas arrêter les vrais chasseurs en quête de sensations fortes. Pyro se tenait au sommet de la cage métallique, exprimant son exaltation pour le combat à venir. Tandis que tout le monde s'enfuyait, Hiro pensait que c'était une bonne occasion de s'en débarrasser, et juste pour s'assurer, il prévoyait d'envoyer un de ses faucheurs pour vérifier. Soudain, il entendit quelqu'un l'appeler par son vrai nom par derrière. Il se retourna pour vérifier, demandant si la personne derrière le reconnaissait. Jin clarifia que c'était parce qu'il avait revu un mort-vivant, alors il avait deviné ce qui s'était passé. Hiro essaya de dire qu'il était peut-être le vrai lézard et prévoyait de le tuer à nouveau, mais Jin croyait fermement qu'il était vraiment Hiro. Tandis que tout le monde essayait de fuir, Jin continua de dire à Hiro qu'il devait livrer sa lettre à sa famille. Il lui tendit la lettre et assura que sa famille le rembourserait. Hiro demanda si c'était à cause du contrat d'esclave qu'il ne pouvait pas le faire lui-même. Jin se tut, disant qu'il lui restait encore quelque chose à faire. Il quitta tristement l'endroit, disant qu'il ne pourrait plus jamais revenir. Pendant ce temps, un autre étudiant s'effondra à genoux, mais malgré cela, Pyro s'ennuyait toujours après avoir abattu tant d'étudiants. Mais à sa surprise, quelqu'un applaudit soudain et salua son audace de défier une bête humanoïde. Là se tenait un homme lui ordonnant de déposer la femme araignée et de déguerpir. Il dit qu'il n'était pas son adversaire et que sa cible se trouvait ailleurs. Pyro n'aimait pas que cet homme le méprise. Il s'énerva, il se tourna alors vers Lily et lui demanda de le tuer. Mais elle dit qu'il provoquait Pyro et non elle. Mais Pyro savait qu'il ne pouvait pas l'égaler, il voulait juste sauver sa dignité. Le vieil homme sourit, amusé de voir son attitude insouciante. Il ne perdit pas de temps et bondit vers lui assénant un coup de poing solide au menton qui l'envoya voler. Le coup était si puissant qu'il le projeta contre un mur. Shan et Freya furent surprises de voir que Pyro avait été mis KO par le vieil homme. Freya lui dit alors de regarder attentivement le vieil homme. Il s'avéra que ce vieil homme était en fait un chasseur de niveau 23 avec une profession de boxeur explosif. L'homme commença à réprimander les étudiants de l'université Wawakin, disant qu'ils étaient trop faibles. Mais en entendant cela, Wendy ne put s'empêcher de rire. Le vieil homme était confus et demanda de quoi elle riait,
Wendy lui demanda alors si l'université Waking était un endroit où des vagabonds comme lui pouvaient s'introduire. Le vieil homme changea d'attitude et négocia avec eux. Wendy se tourna vers Lester, lui demandant de s'occuper du vieil homme. Lester dit alors au vieil homme que le niveau n'était pas tout. Pendant ce temps, Hiro écoutait leur conversation sous sa forme de faucheur. D'autre part se trouvait Yuki, sirotant sa tasse de thé et restant imperturbable. Lester commença à se charger, disant qu'un simple écart de 3 niveaux n'était rien pour lui. D'un mouvement rapide, Lester réussit à s'approcher du vieil homme en un rien de temps. Il déchaîna alors un puissant coup de poing, suffisant pour envoyer le vieil homme s'écraser au sol. Il était tellement en colère, sa fierté ne pouvait supporter d'être ainsi projeté. Mais avant qu'il n'ait le temps de s'énerver, ses bras commencèrent à geler. Mais Lester ne lui laissa aucun espace pour récupérer et se jeta sur lui. Cependant, il fut aussi surpris en voyant ce qui arrivait au vieil homme. Des étincelles commencèrent à engloutir le corps du vieil homme tandis qu'il gémissait de douleur. Lester ne put se retenir et alla droit sur le vieil homme, bien qu'il ne le voulût pas. Une puissante explosion s'ensuivit, libérant des fumées d'énergie bleuâtre. Wendy fut surprise en voyant cela et appela Lester avec inquiétude. Pendant ce temps, les chasseurs parlaient de la folie de Jin à se faire piéger dans un contrat d'esclave. Ils mangeaient tranquillement un barbecue tout en continuant à discuter de leurs affaires. Il s'avéra qu'ils prévoyaient une transaction concernant un parchemin doré. Ils parlaient encore quand soudain leur base fut détruite par quelque chose. Les deux se retournèrent, alarmés par l'agitation soudaine. Quand ils regardèrent, ils virent Jin debout devant eux. L'homme blond le reconnut, tandis que l'autre demanda si c'était un ennemi. Le blond dit alors à l'autre que c'était lui qui avait été piégé dans un contrat d'esclave. Blondie lança ensuite ses couteaux avec des fils magiques vers Jin, pensant qu'il serait facile de le maîtriser. Les couteaux lui transpercèrent de la poitrine et il ne riposta même pas. Il s'effondra à genoux tandis que les hommes s'approchaient quelques-uns de lui. L'autre posa sa main sur la tête de Jin, se préparant à activer sa capacité de lecture cérébrale. Sa tête fut alors engloutie par une énergie violette à l'activation de la capacité. Les souvenirs de la perte de ses coéquipiers défilèrent dans son esprit. Il y eut aussi le souvenir de son équipe rencontrant un groupe de méchants. Le souvenir suivant montrait le moment où ils essayaient encore de quitter l'endroit, et le dernier souvenir était celui où il tenait 3 pilules dans sa main. La capacité de lecture cérébrale de l'homme fut alors interrompue car il remarqua quelque chose. Blondie lui demanda s'il avait trouvé la source du cristal magique doré, ce à quoi l'autre répondit que l'image avait été coupée après avoir vu 3 pilules. Soudain, Jin disparut devant lui et apparut derrière. Il lui claqua alors violemment la tête au sol, laissant l'homme inconscient. Il se leva ensuite, émanant une puissante lueur rouge sur tout son corps. Blondie fut surpris en voyant et reconnaissant l'aura rouge foncé qu'il utilisait. Mais avant qu'il ne puisse finir ses mots, Jin réussit à s'approcher et à se pencher. Il lui saisit alors le cou et le souleva en l'air. Il demanda où étaient tous ses coéquipiers, ce à quoi Blondie demanda s'il avait pris la drogue interdite. Impatient, Jin lui claqua la tête sur le grill. Blondie sentit la chaleur du grill lui brûler le visage. Jin répéta sa question, demandant où étaient ses coéquipiers. Blondie n'eut d'autre choix que de lui dire qu'ils étaient tous allés à l'arène interdite. Finalement, ayant l'information dont il avait besoin, il décida d'écraser complètement la tête de Blondie. Il leva alors les yeux, sa destination désormais fixée sur l'arène interdite. Sur le toit de l'endroit cible, des gens étaient vus en train de préparer un rituel d'éveil. Ils se plaignaient, mais leur patron était extrêmement méfiant envers quelqu'un et avait dû organiser cela. Il admit qu'ils avaient tué pour voler un trésor, mais cet homme dont il se méfiait, c'était comme s'il était né pour tuer. Pendant ce temps, Wendy continuait d'appeler désespérément Lester, pris dans l'explosion. À son soulagement, Lester répondit et lui assura qu'il allait bien. Il avait pu ériger une barrière pour se protéger du feu. Wendy lança d'urgence sa magie pour aider Lester à sortir, mais ce dernier lui dit d'arrêter car cette chose dévore le pouvoir. Wendy fut surprise quand sa magie lui fut arrachée. Elle fit immédiatement ce qu'il avait dit et coupa son pouvoir. Elle regarda alors la magie qui avait commencé à dévorer sa capacité. Shan et Freya furent surprises par ce genre de capacité et la trouvèrent étrange et effrayante. C'est alors que Yuki se leva enfin et dit à Wendy qu'il ne pouvait tenir que 10 minutes de plus. Ils le regardèrent, lui qui luttait pour maintenir sa barrière afin de bloquer l'attaque. Ils jetèrent aussi un coup d'œil à la femme araignée piégée dans la cage. Yuki déclara alors que la fille araignée serait sienne, ce à quoi Wendy accepta à condition qu'il ne prenne qu'elle. Tous deux acceptèrent les termes et Yuki commença à agir. Un nuage d'énergie bleuâtre fut alors conjuré au-dessus de la brume violette en dessous. Pyro fut surpris en voyant cela. Le nuage bleuâtre brillait si fort au-dessus de Hiro qui se cachait en dessous, ainsi que de Lily qui semblait imperturbable, assise tranquillement. Yuki parla alors et demanda à quelqu'un de sortir puisqu'il était déjà là. C'était Ibu, caché dans le cadavre de tout à l'heure, parlant car il trouvait la situation intéressante. Même Lily fut surprise et demanda quand Ibu était arrivé. Hiro fut aussi surpris et demanda quel genre de capacité c'était,
sentant qu'il avait été vu aussi. Wendy commença à déchaîner des étincelles jaunâtres en les remarquant tous les quatre. Elle serra ensuite les dents en chargeant sa compétence. D'un seul coup, elle tira de multiples flèches éclairs vers les ennemis. Le cadavre où Ibu se cachait fut touché. Lily esquiva sans effort une des flèches, tandis que Hiro fut surpris d'avoir été repéré par l'ennemi. Pyro évita de justesse une flèche qui visait directement sa tête. Il utilisa ensuite ses compétences de feu pour retrouver son équilibre. Il était sur le point de baisser sa garde, mais fut alors surpris de voir les flèches revenir vers lui. Il s'enfuit désespérément, incrédule que les flèches aient une capacité de traque. En dehors du campus se tenait Hiro, qui remarqua que les étudiants de Waking étaient terrifiants. En voyant le niveau qu'il devait atteindre, il savait que la priorité était de devenir plus fort rapidement. Soudain, il remarqua quelque chose de familier en regardant le sol. Il vit Jin marcher dans l'endroit, émanant une aura rouge foncé. Hiro sauta alors et appela Jin, qui semblait ne pas l'entendre. Il lui saisit l'épaule et demanda ce qui lui était arrivé. Mais soudain, Jin déchaîna une puissante aura cramoisie qui le repoussa. Hiro fut complètement surpris, serrant les dents en regardant l'état étrange de Jin. Ce dernier le regarda avec des yeux injectés de sang et une expression furieuse. Hiro reconnut son étrange pouvoir et demanda ce qui s'était passé en si peu de temps. Soudain, la gemme commença à réagir au pouvoir que Jin dégageait. Hiro se demanda si c'était le pouvoir qui s'était échappé, mais il conclut que non. Il reconnut que ce pouvoir est similaire aux flammes de Pyro, mais la réaction de la gemme était nettement plus calme. Il ne put que serrer le poing en regardant Jin s'éloigner dans cet état. Pendant ce temps, on voyait Pyro supplier désespérément Lily de le sauver. Cette dernière le regardait hurler pathétiquement, poursuivie par la flèche de foudre. Soudain, elle reconnut une aura et comprit que la formation avait été activée. Elle interpella ensuite Wendy, l'appelant la jeune archère. Elle lui dit ensuite de tout donner la prochaine fois qu'elle se rencontrerait, ce à quoi Wendy, furieuse, répondit qu'elle n'échapperait jamais à ses flèches de toute façon. Lily ne répondit pas et commença à se téléporter à travers l'espace. La flèche de foudre lancée par Wendy manqua sa cible et Lily s'échappa. Wendy fut si surprise de voir que ses flèches avaient échoué. Soudain, Lily apparut devant Pyro qui était toujours poursuivi par la flèche de foudre. Elle l'exhorta alors à lui tendre la main, ce qui ravit Pyro. Dès qu'elle lui saisit la main, elle le tira hors de la trajectoire de la flèche et ils s'échappèrent. Voyant cela, Shan et Freya se demandèrent si Lily était une professionnelle du type spatial extrêmement rare. Hors de cet endroit, le portail de Lily apparut et les deux en sortirent. Pyro se plaignit d'avoir l'air pathétique devant les ennemis, ce à quoi Lily demanda s'il ne voulait pas être sauvé. Pyro dit qu'il ne voulait pas courir pour que Lily transfère les flèches dans une dimension différente, mais elle révéla ensuite que les plans avaient changé. Ils furent alors surpris de voir que le rituel d'éveil avait mal tourné. L'entité du cercle d'éveil commença à massacrer tout le monde à vue. Pyro demanda ce que ces gars faisaient, tandis que Lily dit qu'ils essayaient d'éveiller l'araignée à visage humain. Yuki et la Société des Chasseurs, ainsi que Wendy et Lester, se tenaient devant l'araignée humaine. Ils prévoyaient de révéler la vraie forme de ce monstre. L'énergie instable du rituel d'éveil commença à faire rage sauvagement. Elle tira ensuite un puissant rayon rouge vers le ciel. Pyro le regarda avec admiration, tandis que Lily lui dit d'arrêter ça car il devait y s'enfuir. Le rayon s'écrasa ensuite du ciel, ce à quoi Yuki le regarda avec surprise. Le rayon tomba directement sur la femme araignée qui était à l'intérieur de la cage. À l'extérieur de l'endroit, tout le monde vit le puissant cercle d'éveil activé au-dessus d'eux. Pendant ce temps, Hall posséda un autre cadavre et parla à Yuki. Il sourit alors largement, commençant le massacre de toute la ville. Le cercle d'éveil s'intensifia et dégagea une quantité d'énergie encore plus immense. Tous ceux qui virent cela reconnurent que cela venait des 18 terrains interdits. Du cercle d'éveil dans le ciel émergèrent des toiles d'araignée. La femme araignée sauta alors dessus, filant plus de toiles pour s'envelopper dans un cocon en y atterrissant. Hero leva les yeux vers elle, se demandant ce que c'était. Il fut alors révélé que toutes les proies à moins d'1 kilomètre de ce domaine voient leur niveau supprimé. Alors qu'il regardait la femme araignée s'envelopper dans son cocon, Hiro se demanda comment elle chasserait, mais soudain d'innombrables araignées furent invoquées de sa toile et descendirent sur les habitants. Tout le monde courut désespérément alors que les araignées commençaient à les tuer une par une. Hero salua l'ingéniosité de la femme araignée d'utiliser des invocations pour accumuler des points d'expérience. Cependant, ces monstres seuls ne suffiraient pas à le vaincre. Hero sauta en l'air, fixant l'une des araignées alors qu'il se préparait à attaquer. De sous terre, la faucheuse émergea alors, tenant une lance. Elle transperça ensuite la tête de l'araignée et fut lancée directement sur la femme araignée. En l'air, Hero saisit la lance et profita de son élan. La lance le transporta directement vers le cocon de la femme araignée. Il sortit alors la gemme, prévoyant d'éliminer le chef en premier. La gemme commença à absorber l'énergie de la femme araignée. Voyant qu'il n'y avait aucune résistance, Hero baissa sa garde. La femme araignée à l'intérieur du cocon dormait en absorbant les points d'expérience.
Mais personne ne le savait, la marque derrière sa nuque commença à briller, elle s'épanouit alors et libéra d'innombrables petits vers qui rampèrent sur son corps. Soudain, Hero sentit quelque chose de différent en absorbant l'énergie de la femme araignée. Il jeta un coup d'œil au cocon qui commençait à se comporter différemment. Le cocon commença à libérer une immense quantité d'énergie qui repoussa Hero. Quelque part dans la ville d'Eversleep, Pyro fut surpris que la femme araignée fasse partie du plan d'Howl. Elle lui révéla alors qu'il n'avait pas été informé exprès, étant donné sa personnalité. Elle ajouta que s'il avait su qu'il faisait juste semblant d'attaquer la femme araignée, il n'aurait pas agi naturellement. Ils entrèrent ensuite dans un bâtiment et virent une lettre sur la table. Lily la ramassa, reconnaissant que c'était le message d'Howl pour eux. Il fut alors révélé que la malédiction qu'il avait plantée à l'intérieur de la femme araignée avait été déclenchée par quelqu'un. Pendant ce temps, Hero se retrouva allongé sur le sol et couvert de contusions. Il essaya de se lever, se rappelant que quelque chose s'était éveillé dans le cocon et l'avait repoussé. Il leva les yeux vers lui, se résolvant à découvrir ce que c'était. Soudain, il vit une explosion d'assez loin, ce qui le surprit. Quand il regarda, il vit Freya et le reste des étudiants se faire projeter. Il s'avéra que Yuki avait lancé une puissante attaque à l'instant. Du sol, un squelette commença à s'assembler alors qu'il félicitait Yuki. Ce n'était nul autre qu'Howl lui-même, spéculant que Yuki voulait le tuer. Il lui dit alors de se dépêcher et d'essayer de le tuer avant que la femme araignée ne grandisse et n'atteigne le niveau 30. Howl proposa alors une suggestion. Yuki apprivoisera la femme araignée et Howl massacrera tout le monde. Yuki ne sembla pas aimer la suggestion et menaça de tuer Howl. Ce dernier resta imperturbable, disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il agisse ainsi. Il dégagea alors une énergie sinistre et écrasante en disant que Yuki l'avait déçu. Mais d'un mouvement rapide, Yuki réussit à se faufiler derrière Howl. Ce n'est qu'alors que ce dernier remarqua que Yuki était sur le point de lancer une attaque contre lui. Ce fut une victoire sans effort pour Yuki alors qu'il brisait instantanément le corps d'Howl. Il déclara alors avec confiance qu'il ne choisirait jamais. Le corps squelettique écrasé d'Howl gisait au sol, immobile. Mais ce n'était pas encore sa fin car son énergie cramoisie commença à se condenser. L'énergie cramoisie prit une forme humanoïde en parlant. C'était Howl lui demandant de choisir entre souffrir vivant ou mourir malgré lui. Yuki ricana, déclarant qu'il pouvait facilement trouver son vrai corps. En entendant cela, Howl fut surpris. Yuki étendit alors ses mains sur les côtés et libéra son énergie. En tant que maître de l'espace, Yuki peut sentir chaque présence cachée à cet endroit. En entendant cela, Howl pensa que sa capacité était trop puissante. Avec sa barrière englobant l'intégralité de la zone interdite, il peut sentir la présence de tous ceux qui s'y trouvent. Et cela lui suffit pour s'occuper d'Howl. Il ne perdit pas de temps et lança sa compétence d'annihilation. En un rien de temps, tout commença à se désintégrer en néant. L'énergie puissante libérée fut suffisante pour repousser tout le monde. Shan fut projeté au sol, serrant les dents en tombant. Freya demanda alors si Shan allait bien pendant que Hero se tenait là. Mais en voyant Hero, Shan fut extrêmement enragé. Il chargea immédiatement contre Hero, portant la rancune d'avant. Mais son attaque fut bloquée sans effort par la faucheuse, surprenant Shan en la voyant. La faucheuse était assez puissante pour le repousser et le faire voler. Shan fut extrêmement surpris en regardant Hero et son invocation. Il ne pouvait pas croire que Hero était plus talentueux que lui, capable de grandir si vite. Freya lui dit alors d'arrêter de plaisanter. Elle dit que ce n'était pas le moment pour ça, ne sachant pas qu'une araignée la guettait. Heureusement, Hero fut assez rapide pour la sauver du danger. Remarquant l'état plus frénétique de l'araignée, il savait que l'araignée mère allait bientôt éclore, mais Freya ne pouvait tout simplement pas partir et sacrifia la bête d'or pourpre. C'était une lignée qui n'était pas apparue depuis des lustres et qui apparaît moins de 5% dans toute l'histoire des monstres, mais quand même, le risque qu'ils doivent affronter maintenant est trop grand. Pendant ce temps, Yuki déclara qu'Howl était le premier à avoir échappé à sa compétence d'annihilation. Avec confiance, il déclara qu'il se souviendrait de lui. Pendant ce temps, 2 autres chasseurs furent donc vus à l'extérieur de l'endroit. Howl dit que Yuki n'était pas une cible facile, tandis que Baki dit que les choses n'avaient tout simplement pas tourné comme il le voulait. Il ajouta que Yuki ne simulerait jamais sa faiblesse étant donné sa personnalité. Sachant que Yuki est de type spatial, Howl devina que Yuki s'était simplement coupé de la suppression de domaine. Il comprit alors qu'il ne pouvait pas isoler l'espace, ce qui est sa faiblesse. Baki ferma les yeux et demanda pourquoi il était là, ce à quoi il répondit qu'il était venu à l'origine, juste pour vérifier le parasite maudit qu'il avait planté sur la femme araignée. Alors que Baki se levait, Hal lui rappela de ne pas gâcher le plan. Entendant son attitude défiante, Howl ne put s'empêcher de soupirer et de dire qu'il n'avait aucune discipline. Mais quand même, ce n'était pas un voyage perdu pour lui. Après tout, il avait trouvé Jin, un hôte intéressant pour son énergie. Howl leva la main, conjurant une boule d'énergie cramoisie en déclarant Jin comme son prochain hôte. Il libéra alors d'innombrables malédictions en forme de vers, les dispersant partout. Les vers commencèrent à s'enfouir dans les humains qu'ils trouvaient, creusant à travers leur dos et leur poitrine pour entrer dans leur corps. Maintenant, le plan d'Howl est prêt à prendre forme.
Avec ses nombreuses personnes infectées, il prévoit de donner naissance à un nouveau roi à travers le corps de Jin. Les humains infectés rugirent en se précipitant vers Jin. Hiro vit cela et reconnut le vieil homme, ce à quoi Freya demanda s'il reconnaissait quelqu'un. Il révéla qu'il avait autrefois rejoint le groupe de Jin, celui qui était submergé en ce moment. Freya sentit quelque chose d'étrange, spéculant qu'il avait pris au moins 3 pilules interdites. Ces pilules sont données aux esclaves liés par des contrats, détenant un pouvoir brut qu'aucun corps humain ne peut supporter. Une pilule ruine l'intérieur et en prendre 3 devrait certainement tuer un individu. Il s'avère que la raison pour laquelle il n'a pas explosé était que la gemme avait absorbé le pouvoir de la pilule plus tôt. Hiro s'approcha de Jin, disant qu'il voulait qu'il livre la lettre à sa famille lui-même. Mais Freya l'arrêta immédiatement, disant qu'il ne pouvait pas y aller. Hiro lui demanda alors pour quelle raison il ne pouvait pas y aller. Freya activa sa compétence, lui demandant de voir les choses par lui-même. Elle plaça ensuite ses doigts sur son front et activa sa capacité. Un sigil lumineux sur ses mains émit une énergie verte. C'était la compétence appelée l'arbre de vie. Hiro demanda pourquoi il se sentait lié à son rythme cardiaque, ce à quoi elle répondit qu'elle pouvait absorber tout le mal que Hiro subissait. En entendant cela, Hiro demanda avec inquiétude à Freya si elle irait bien. Cette dernière ne fit que le taquiner et dit que son arbre de vie ne mourrait pas si facilement. Hiro s'éclaircit la gorge et demanda comment sa capacité l'arrêterait. Mais quand il ouvrit les yeux, il fut surpris par ce qu'il vit. Il vit les arbres représentant les forces vitales des personnes devant lui. Freya expliqua que ce sont leurs arbres de vie et l'arbre flétri de Jin signifie qu'il est déjà mort. Soudain, il fut surpris d'avoir vu autre chose. Il y avait un parasite accroché à l'arbre de vie de Jin et contrôlant son corps. Ira reconnut que le cocon avait le même ver, le poussant à poser plus de questions. Il serra les dents, tandis que Freya lui dit qu'il ne devait pas être imprudent, mais voyant son état perturbé, elle lui dit que ce n'était pas son genre. Pendant ce temps, 2 chasseurs furent à vue planant au-dessus de la ville à dos de bêtes ailées. Ils envisagèrent de dire à Yuki de se retirer, mais du bon côté des choses, cela signifie que la bête d'or pourpre appartiendra à leur société de chasseurs. Shan saisit la main de Freya et demanda qui avait lié leur arbre de vie à elle. Cette dernière retira ses bras et l'assura qu'elle pouvait aussi lier Yuki, mais sachant qu'elle ne pouvait lier que 2 personnes, Shan savait qu'il devrait être écarté. Il se tourna alors avec colère vers Hiro qui répondit avec une attitude dédaigneuse. Cela l'énerva grandement et il libéra une puissante énergie visant à tuer Hiro. Voyant ses compétences de niveau 16, Hiro se prépara à la confrontation. Mais soudain, l'espace autour de Shan fut coupé, les surprenant. Il en fut de même pour Freya qui fut également surprise. Les deux furent alors téléportés loin de Hiro. Derrière lui apparut alors Yuki, qui téléporta Shan et Freya à ses côtés. Hiro se prépara immédiatement à attaquer Yuki, mais ce dernier activa sans effort sa compétence pour contrer. Avant que Hiro ne puisse faire quoi que ce soit, il fut piégé à l'intérieur de l'espace conjuré par Yuki. D'un mouvement de la main, il réussit à augmenter la gravité à l'intérieur et fit tomber Hiro à genoux. Il pouvait à peine respirer en serrant les dents, endurant la douleur. Mais alors, le sigil de l'arbre de vie sur sa main commença à briller. C'est alors que Yuki remarqua que Freya était celle qui souffrait des dégâts qu'il infligeait. Yuki resta sans voix un instant en la fixant, puis demanda si elle lui avait vraiment donné son arbre de vie. Il ricana ensuite, surprenant tout le monde en relâchant ses compétences. Shan se plaignit que Yuki l'ait laissé partir si facilement, tandis que Hiro pensait qu'il était un monstre. Shan se précipita alors pour vérifier Freya, qui toussait à cause des dégâts qu'elle avait subis. Yuki s'approcha ensuite d'eux, les surprenant tous les deux. Il sortit alors une pilule rouge, ordonnant à Freya de la prendre. Shan fut surpris, demandant où il avait obtenu cette contrebande interdite, tandis que Hiro se demandait ce que c'était. Mais Yuki ne répondit pas et dit juste qu'ils avaient déjà perdu trop de temps. Shan fut extrêmement enragé, disant que la drogue écraserait le corps de Freya, mais Yuki s'en moquait éperdument et n'avait besoin d'elle que pour conquérir la bête d'or pourpre, laissant Shan sans voix et incapable de répliquer. Yuki continua son chemin, menaçant de s'occuper de Shan en premier s'il interférait davantage. Pendant ce temps, Hiro se demanda pourquoi Yuki n'était pas du tout affecté par la suppression du domaine de chasse. Il parla alors de manière provocante, disant que Yuki ne s'en prenait qu'aux faibles. Ce dernier regarda en arrière, semblant affecté par ce qu'il venait de dire. Mais alors, Freya lui saisit soudainement la main. Elle lui dit qu'il ne restait plus beaucoup de temps et se porta volontaire pour prendre la drogue. Elle remercia Hiro d'avoir parlé pour elle, mais c'était son accord avec lui. Hiro resta sans voix en entendant ces mots. Elle ingéra la drogue alors que Yuki commençait à conjurer une pièce spatiale autour d'eux. Ils se dirigèrent ensuite droit à travers le cocon de l'araignée mère. Pendant ce temps, Shan et Hiro se regardèrent sans voix. C'est alors qu'un oiseau géant atterrit soudainement devant lui, transportant 2 chasseurs. Les 2 chasseurs descendirent de l'oiseau et continuèrent à se chamailler. Le visage de Shan s'illumina en les voyant, ses amis. Ils demandèrent alors comment la situation en était arrivée là, ce à quoi il répondit que c'était une longue histoire. Hiro les regarda alors tous les deux, pensant que ces 2-là étaient mentors. Soudain, Shan désigna Hiro et leur dit de l'aider à éliminer Hiro.
En entendant cela, Hiro se prépara immédiatement à la bataille. L'un d'eux ne prit pas la peine d'entendre toute l'histoire d'abord et voulait juste satisfaire ses points qui le démangeaient. Il se tint devant lui, lui disant d'utiliser sa carte maîtresse s'il voulait vivre. Pendant ce temps, Wendy et Lester se tenaient au sommet d'une falaise. Ils regardaient Luke et Zuya qui faisaient actuellement face à Hiro. Ce dernier parla, disant que Luke était le 3e crétin de l'université Waking qui l'avait énervé. Confiant, Luke lui donna 1 minute pour dire ses derniers mots. Il ignorait que quelque chose de l'ombre de Hiro rampait à travers le sol et s'approchait de Luke. Wendy et Lester ne remarquèrent rien, mais ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Quand Hiro leva les mains, c'est là qu'ils réalisèrent enfin que c'était l'ombre. Luke ne remarqua l'embuscade que lorsque l'ombre avait déjà réussi à s'approcher de lui. De l'ombre, une faucheuse émergea et déchaîna un coup rapide. Luke réussit à esquiver, bien qu'il fût surpris par l'attaque soudaine. Mais Hiro n'avait pas encore fini et envoya 2 autres faucheuses pour une attaque de suivi. Alors que Hiro continuait à commander les faucheuses avec son pouvoir, activant ses propres capacités en réponse. Il commença à se transformer en flamme, tandis que la faucheuse brandissait son épée contre lui. Il la poussa ensuite en avant contre Luke, ce à quoi ce dernier put à peine esquiver même après avoir utilisé sa compétence de feu. Il remarqua que l'épée lui avait même éraflé le visage, ce qui le surprit. Hiro le regarda avec un regard froid et calculateur alors qu'il évaluait la situation. Lester fut surpris que Hiro soit capable de forcer Luke à sortir de sa forme de flamme. Ce dernier retrouva sa posture de combat et regarda devant lui, reconnaissant les compétences de Hiro mais lui disant que c'était insuffisant. Ce dernier répliqua, disant que Luke serait mort s'il était du même niveau que lui. Pendant ce temps, Zuya savait que ce match se terminerait maintenant. La forme de flamme de Luke double sa puissance, le rendant capable de tuer en un coup quiconque en dessous du niveau 15. Il déchaîna un coup écrasant de sa colère ardente visant Hiro, tandis que ce dernier serra les dents en se résolvant à réduire l'attaque en 30 en morceaux. Il invoqua alors toutes ses faucheuses à ses côtés, activant une formation d'attaque alors qu'il amplifiait l'autorité de son monarque. D'un lourd coup descendant de sa faucheuse, le sol fut déchiré par une énergie violette. Wendy, Lester et Shan furent tous surpris en voyant son pouvoir écrasant. Même Luke fut surpris et alarmé d'avoir vu l'attaque apparemment imparable. C'est alors que le robot mecha géant de Zuya protégea soudainement Luke de l'attaque de Hiro. Ce dernier fut surpris, se demandant ce qui s'était passé. Zuya parla depuis le robot mecha, disant à Hiro que la bataille suffisait, mais Hiro ne sembla pas apprécier que son match ait été interrompu. Zuya admit alors qu'il était le plus fort niveau 13 qu'il ait vu jusqu'à présent, mais alors qu'il parlait, Hiro sentit soudainement que quelque chose était lancé contre lui. Il reconnut la compétence familière de l'anti-magie de Shan. En regardant ce dernier, on le vit sourire après avoir commis sa sale tactique, mais alors Zuya réprimanda Shan et lui dit de garder l'anti-magie pour le combat contre le boss. Le pathétique Shan n'eut d'autre choix que d'obtempérer, tandis que Hiro sentit que la compétence anti-magie lancée sur lui était levée. Il leva alors les yeux vers Zuya, lui demandant ce qu'il voulait. Zuya désactiva son robot mecha et sauta devant Hiro. Il lui dit alors qu'il voulait lui donner un rôle dans le raid de la bête d'or pourpre. En entendant cela, Hiro n'y crut pas et demanda ce qu'il voulait dire par là. Il enchaîna également avec une question, demandant s'il pouvait prendre des décisions au nom de Yuki. Zuya répondit que le raid de la bête d'or pourpre nécessitait un puissant invocateur en premier lieu. Et en regardant Haro, ils décidèrent qu'il était un bon candidat pour le rôle. Zuya ajouta que l'intégrer ne poserait pas de problème à Yuki lui-même étant donné la situation. En entendant ce plan, Shan exprima fortement son désaccord. Cependant, Zuya craignait que la situation ne soit pas juste une marée de bêtes ordinaires. Luke lui dit d'arrêter d'être si mystérieux et d'expliquer clairement la situation. Hiro fut alors surpris d'entendre que le déchaînement de la marée de bêtes était dû à l'éveil de bêtes démoniaques de haut niveau. Cependant, ce ne sont là que des spéculations de Zuya. Shan demanda alors si la situation était assez grave pour provoquer une guerre majeure. Mais Zuya lâcha finalement la bombe. Comment savent-ils qu'un seul s'est éveillé ? En entendant cela, Hiro fut profondément troublé. Ce sujet lui rappela un événement d'il y a 10 ans. Lors de la dernière conscription nationale, il n'était qu'un enfant. Sa mère se tenait là, lui demandant pourquoi il avait l'air si sombre. Il dit qu'il était triste car ses parents semblèrent les quitter pour un voyage d'affaires. Mais Hiro savait qu'il n'allait pas en voyage, mais vers un endroit dangereux. Son père intervint alors, lui demandant s'il n'avait pas toujours admiré les héros. Il ajouta que c'était leur devoir de héros de défendre leur foyer et leur pays. Le jeune héros ne put que les regarder, le visage confus, tout comme sa petite sœur. Il baissa les yeux à l'époque, s'excusant auprès de ses parents de ne pas avoir pu protéger sa sœur. Mais il lève les yeux avec fierté maintenant, s'adressant à son père avec assurance. Il a retenu la leçon sur l'héroïsme qu'il lui avait enseigné à l'époque. Soudain, Yuki libéra une puissante énergie spatiale planant dans les airs.
Hiro leva les yeux vers lui, imperturbable face à l'énergie écrasante qui le frappait. Les étudiants de la Société des chasseurs levèrent aussi les yeux, émerveillés. Peu après, Yuki déclara le succès de ses plans. Les petites araignées terrorisant la ville commencèrent à se désintégrer, se transformant en fumée rouge et disparaissant une à une. L'effet du domaine de chasse avait disparu. Il savait que Yuki avait maîtrisé la femme araignée. Lester en déduisit qu'ils attaqueraient probablement la bête démoniaque hors pourpre ensuite et demanda s'ils allaient encore concourir. En entendant cela, Wendy le taquina pour son découragement. Mais Lester avait une raison valable. Il n'avait jamais su que l'écart de pouvoir entre eux était si immense. Cependant, Wendy savait qu'il y avait une raison pour laquelle le président les avait envoyés ici. Il s'avéra qu'après divination, ils avaient vu que Yuki rencontrerait le premier revers de sa vie. Pendant ce temps, les mains de Luke s'enflammèrent soudainement de flammes violettes. Zuya appela Luke, inquiète, tandis que ce dernier semblait hors de lui. Hiro se prépara aussitôt avec sa faucheuse. Mais Luke lança alors une cage de flammes qui emprisonna Hiro. Ce dernier comprit que cette cage était spécifiquement conçue pour contrer son pouvoir de nécromancie. Luke s'approcha de lui avec une aura flamboyante, déclarant qu'il était à son apogée. Hiro rétorqua que sa forme maximale semblait encore plus lente qu'avant. Luke ne tolérera pas ce manque de respect et chargea immédiatement pour attaquer. Imperturbable, Hiro demanda si sa vitesse réduite était due à une consommation d'énergie plus rapide. Il avait mis le doigt dessus. Luke craignait de perdre encore contre lui, même à son apogée. Refusant d'accepter ce fait, Luke lança un poing enflammé contre Hiro, mais ce dernier ne fit que le regarder, déclarant qu'il n'avait pas utilisé ce mouvement depuis longtemps. Hiro le regarda d'un air grave, libérant une intense soif de sang. En face, Luke se figea surpris, il fut stoppé net dans son élan et tomba au sol tremblant de peur. Il serra les dents et leva les yeux pour ne voir qu'une faucheuse juste devant lui, brandissant une faux. Il commença à transpirer alors que la faux s'abattait sur lui. Heureusement pour lui, le robot mécha de Zuya se dressa de nouveau pour arrêter l'attaque. Zuya arrêta le combat et dit à Hiro de garder leur énergie pour le raid de la bête hors pourpre. Cependant, Hiro fit remarquer que quelqu'un ne semblait pas vouloir s'arrêter. Faisant référence à Luke, ce dernier serra les dents. Pensant que personne ne l'avait jamais terrifié à ce point, il se leva en colère et exigea une revanche, disant qu'il ne reconnaissait pas l'illusion qu'il avait faite, mais Zuya lui dit d'arrêter, lui rappelant la gravité de la situation. En entendant cela, il n'eut d'autre choix que d'écouter et d'obéir. Il se retourna et déclara qu'il se vengerait, même si ce n'était pas pour l'instant. Une fois la question réglée, Zuya se présenta correctement, tandis que Hiro fit de même. Mais en entendant son origine, Zuya comprit enfin qu'il était le second éveillé que Freya avait mentionné. Ils comprenaient maintenant pourquoi il était si fort, et lui demandèrent s'il maîtrisait déjà le pouvoir d'éveil. Cependant, Hiro ignorait tout des changements survenant après le second éveil. Voyant cela, Zuya comprit qu'il n'avait pas encore été importuné par les factions. Il savait qu'une fois tombé entre leurs mains, il ne serait rien d'autre qu'une machine de guerre comme Yuki. Voyant l'humeur maussade de Zuya, Hiro en déduisit que le changement mentionné n'était pas bon. Ce dernier lui dit seulement que la force des éveillés ne peut être mesurée par de simples niveaux. En regardant Hiro, il se demanda à quel point il serait encore plus terrifiant une fois qu'il maîtriserait ses compétences éveillées. Après un moment, Yuki descendit enfin avec Freya, tandis que Shan l'appelait inquiet. Il menaça ensuite de le tuer si quelque chose arrivait à Freya, mais cette dernière l'assura qu'elle allait bien. Maintenant, Zuya pressa Hiro de se préparer car ils allaient affronter la bête hors pourpre. Pendant ce temps, Wendy et Lester se demandaient quoi faire dans cette situation. En dessous d'eux se trouvaient Yuki, Luke et Zuya discutant de leur plan. En apprenant la nouvelle de la marée de bêtes, Yuki fut perplexe. Zuya expliqua que cette marée soudaine était suspecte et qu'ils devaient quitter les lieux dans les 3 jours. Il ajouta qu'ils avaient de la chance d'avoir Hiro et suggéra de le laisser les rejoindre, mais alors Yuki dit qu'il n'y avait pas besoin de tant de problèmes en sortant un parchemin doré. Voyant cela, Hiro fut surpris. Freya dit à Hiro que c'était la carte du royaume secret dont elle lui avait parlé auparavant. Elle ajouta que c'était la carte complète du boss de la bête hors pourpre, le nid de l'aile violette. Yuki commença à ouvrir la carte avec grâce et le processus déchira le sol en deux. La fissure s'élargit, ouvrant un chemin menant au plus profond de l'abîme. Hiro la regarda tandis que Freya expliquait que la carte devait être ouverte à une coordonnée spécifique. Yuki le regarda alors, lui disant d'entrer s'il n'avait pas peur de la mort. Sans l'ombre d'un doute, il se jeta immédiatement dans la fissure du sol. Cependant, tout le monde craignait que cela ne rende désormais l'entrée du royaume secret connu de tous. Zuya réfléchit, se demandant ce qu'il essayait de faire. Pendant ce temps, 2 étudiants se tenaient devant la fissure et y sentirent l'aura d'un monstre. Zuya suggéra alors de ne pas descendre, les faisant se demander s'ils savaient ce qu'il y avait au fond. Mais il avait déjà dit ce qu'il avait à dire. Maintenant, son groupe sauta simultanément dans le gouffre de la fissure. Voyant cela, les autres étudiants furent convaincus qu'il y avait un trésor et voulurent concourir.